Les Maîtres de l'Horreur, saison 2, épisode 8. La Muse, Valerie on the Stairs, de Mick Garris. Retiré dans une maison d'artistes, Rob Anisi, un jeune écrivain, reçoit la visite d'une inquiétante jeune femme qui l'attire. Valérie est sans doute la muse qu'il a toujours attendue, à moins qu'elle ne soit la manifestation d'une force maléfique. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous rejoindre, nous sommes dans le cœur de cette saison 2, on approche de la fin, c'est le 8e épisode de cette saison 2 des Maîtres de l'Horreur, et le retour de Mick Garris, qui dit retour d'un réalisateur pour la saison 2, dit un invité, mais avant tout, Jérôme Bouvier. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très très bien, je suis dans de bonnes dispositions, très heureux d'être là, et puis comme toujours pour parler d'une série que l'on kiffe, et de réalisateurs que l'on apprécie énormément, et en plus, pour cet épisode-là, nous avons un invité qui est lui-même réalisateur, donc là je suis particulièrement emballé. Non seulement réalisateur, mais en plus scénariste, mais en plus auteur de romans, ce qui correspond parfaitement à Mick Garris, qui lui aussi est romancier, scénariste et réalisateur, et en plus il a fréquenté Mick Garris pendant quelques jours, il va nous en parler, mais je te laisse le soin de dire qui est cet invité, parce qu'il s'avère que cet invité a réalisé un film, et que tu es sur les bonus de ce film pour l'édition collector de Chat qui fume, même s'il y a un bug sonore sur ton interview, ce qui fait que c'est à un moment donné tu bugs, t'es là, mais ce n'est pas de ta faute. Et tu ne démérites pas dans les bonus. Incroyable. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le réalisateur que nous allons présenter est quelqu'un que j'ai découvert quand j'étais jeune. C'est un de mes chocs d'enfance. Location VHS, un film avec Alain Delon. Donc forcément, grand succès en salle que j'avais loupé à l'époque. J'avais une dizaine d'années. Loué à la maison un soir avec mes parents. Mon père qui n'est pas, comme vous le savez, cher auditeur, un grand féru de cinéma fantastique, qui se dit, bon allez tiens, ce film-là a bien marché en salle, on l'a loupé, on va le louer pour les enfants, on va le regarder. Moi à l'époque ça a été un choc. Ça a été un choc pour une scène culte, la scène où Alain Delon se fait trancher la main. Moi ça m'a un truc qui m'a traumatisé. Et donc ce film c'était Le Passage, et le réalisateur René Manzor, le grand René, le King Manzor, un réalisateur incroyable avec une imagination de folie. Un autre choc cinématographique était venu après. Pareil, grosse découverte aussi quand j'étais à l'adolescence. 3615 Code Père Noël, c'est le film que tu cites, qui a été donc édité chez Le Chat qui fume, et c'est pour moi un de mes films fétiches, un film doudou, comme on dit, un film doudou, un film avec lequel on a envie de se mettre au lit. C'est un truc que tu peux pas l'enlever de ta tête. C'est au même niveau pour moi qu'un Griffe de la nuit, qu'un Evil Dead, qu'un Halloween, qu'un Vendredi 13. Ça fait partie de ces films de genre suspense, terreur, etc., qui te hantent et qui te marquent à vie. Et pour moi, c'est un de mes chocs cinématographiques favoris. Et donc René est parmi nous ce soir, et cela me fait super plaisir, et je suis vraiment, vous imaginez pas à quel point je suis heureux. Donc merci à toi, cher René, d'être avec nous. Bienvenue parmi nous, bienvenue parmi les maîtres de l'horreur, puisque tu en es un, toi aussi. Bonsoir Jérôme, bonsoir Thibaut. Oui, tu disais maître de l'horreur. Je me dirais plutôt que je suis un padawan quand on compare à Mick Garris. Créateur de la série Les Maîtres de l'Horreur. Et alors, bon, je passerai les détails sur mon amour absolu d'un amour de sorcière, qui est je pense, un énorme plaisir coupable pour toute ma génération, années 90, avec Vanessa Paradis et Jean Reno. Mais par hasard, on t'a proposé l'épisode sur Mick Garris, et tu nous as dit, ah bah ça tombe bien, Mick Garris, je l'ai côtoyé. Donc lors de ce Bloody Weekend, tu as côtoyé le réalisateur de Critters 2 et La Nuit déchirée. Loïc Bugnon, le directeur du festival, m'avait demandé de présider cette édition-là, et donc dans le jury, il y avait Mick Garris, Benjamin Rochet, donc forcément à ce moment-là, on s'est côtoyé, on a sympathisé, puis on a délibéré, et donc tout ça, ça crée des liens. 3615 Code Père Noël était projeté, donc il était là. C'était très très sympa pour moi de voir un maître de l'horreur comme ça assister à ce film que j'avais fait il y a une bonne trentaine d'années. Est-ce que tu connaissais l'existence des Maîtres de l'Horreur quand c'est sorti en 2005-2006 ? Est-ce que tu connaissais un peu la carrière de Mick Garris ? Parce que c'est vrai que parmi Toby Hooper,
John Carpenter et les autres, Mick Garris, on se dit toujours, bon, lui, c'était pas non plus un énorme maître de l'horreur, mais il s'est spécifié au fil des années avec ses adaptations de Stephen King. Est-ce que tu connaissais un peu sa carrière, ses films, est-ce que tu avais des coups de cœur de Mick Garris? J'avais vu Critters. Ça, c'est vraiment un incontournable pour ceux qui aiment le genre. Donc, j'avais vu Critters. Mais je ne connaissais pas autre chose de lui. J'ai découvert sur le tard, plutôt. Tu vois, mais je savais qu'il était fan de Stephen King. Donc, ça fait forcément des points communs. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as vu Psychose 4, par exemple, depuis? Non, là, franchement, après Psychose 2, j'ai pas eu envie de voir pourquoi la suite. Tu sais, il faut quand même dire que quand on reprend comme ça, quand on fait une suite, généralement, surtout quand elle est loin du numéro 2, on a de moins en moins d'argent pour la faire et c'est souvent des produits qui sont direct to video ou des trucs comme ça. Et donc, je me mets à la place du réalisateur. Je sais que il y a une attente qui est très importante et au moment où on lui demande de faire un numéro 4, il a 2 à 3 fois moins d'argent que pour le numéro 2. Donc, c'est assez injuste, si tu veux, comme situation. Donc, j'ai pas vu son film, mais je sais comment ça se passe. Et finalement, si tu veux, les spectateurs ne savent pas, eux. Quand ils voient un numéro 4, ils disent « Putain, c'est de moins en moins bien ». Oui, mais en même temps, si tu veux, le réalisateur, il a de moins en moins d'argent pour faire les choses et de moins en moins de talent autour de lui aussi, un scénariste moins talentueux, etc. Donc, si tu veux, ça fait beaucoup de choses à compenser pour le réalisateur. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, dans l'épisode de la saison 1 où on parlait vraiment de sa filmographie en détail, on défendait plutôt Psychose 4 qui avait des bonnes idées et donc du coup c'est pas non plus les l'Arlésiennes de la saga qui sont arrivés au 4, hein, DTV, etc. Mais sur les maîtres de l'horreur, est-ce que tu avais regardé la série avant cet épisode qu'on t'a envoyé ou est-ce que tu connaissais Non, j'ai découvert et puis c'est un truc que j'aurais bien aimé faire. J'ai fait pas mal de choses un peu dans cet esprit, disons des Highlander, des Hitchhiker. Alors ça, merci, c'est une série culte de mon adolescence, je rêve de voir une édition, on va en parler justement de ça. Là. Le Voyageur, pour moi, c'est tellement ancré dans ma mémoire. Hein. Donc j'aime bien ce système. Moi, c'était Lewis Chesler, le créateur du Voyageur, enfin de Hitchhiker, qui m'avait demandé après avoir vu 3615 Code Père Noël, en fait, il y avait une saison qui se tournait en France et il avait fait pression sur le producteur français pour m'engager. Donc c'était assez drôle, toujours mon karma bizarre, c'est-à-dire que d'un coup le producteur américain fait pression sur le producteur français, du coup qu'il m'aurait sans doute jamais pris ou même contacté. Et il lui a dit « I want his stamp on it », je veux son cachet sur la série. Et donc, il m'avait fait l'honneur de me confier le pilote, en fait, de la saison qui se tournait en France, les 2 pilotes, enfin 2 épisodes. D'accord. De manière à ce que l'équipe puisse prendre un pli, si tu veux. En tout cas, c'était sa vision des choses. Je sais pas si ça s'est passé vraiment comme ça après, si les gens ont pris un pli, mais en tout cas, j'avais l'équipe qui allait être l'équipe qui fait l'ensemble de la saison. Et donc, j'ai donné un peu ma direction artistique avec plus que l'aval, mais presque la volonté féroce du producteur du show. Quand le show était sur HBO, tu vois, donc le vrai producteur du show. Oui, et d'ailleurs c'était, je ne savais pas, mais Hitchhiker était la première série HBO dramatique fiction, quoi. Ce qui est fou parce que depuis, bon voilà, HBO, it's not TV, it's HBO, mais ça a commencé par Le Voyageur, qui était une série un peu dans la mouvance dont on parle avec les maîtres de l'horreur, les contes de la crypte, etc. Exactement, ouais, il y avait un peu d'érotisme, de la terreur, du suspense, et je sais que chaque fois que je regardais un épisode, c'était vraiment pour me retrouver embarqué dans un ride horrifique et souvent bien noir, mais il n'y avait pas la touche d'humour noir qu'il y avait par contre dans les contes de la crypte. J'ai pas souvenir de ça. Par contre, c'était très érotique. Alors forcément, quand t'es ado, l'érotisme, ça a fait quelque chose, je dois l'avouer. Et je pense qu'il y avait aussi, si tu veux, ce système un peu qu'a repris Canal+ dans ses débuts, c'est-à-dire le fait de se servir de l'érotisme, voire de la pornographie pour Canal+, pour gagner des abonnés. En fait, tu vois, c'était quelque chose qui n'était pas permis sur les chaînes hertziennes. Du coup, c'était une façon d'avoir des abonnés supplémentaires. En tout cas, c'est comme ça qu'HBO a fait, est devenu la chaîne qu'on connaît aujourd'hui, qui fait des choses de très grande qualité. Et puis Canal+
copier le modèle, en fait. Alors c'est vrai que tu as un univers quand même bien particulier, bien à toi. En tous les cas, pour avoir revu récemment le passage que j'ai redécouvert une nouvelle fois pour découvrir cet univers justement assez dark, assez gothique, surtout dans le passage, je me dis même que tu as créé ces créatures que l'on voit dans le Seigneur des Anneaux, tu l'as créé avec ta silhouette de la mort qui a un côté très théâtral, très gothique, avec une figure telle que l'on la connaît depuis le 7e sceau d'Ingmar Bergman, et avec des passages, je trouve, absolument fascinants au niveau de l'onirisme, au niveau de ces passages aussi en animation que j'ai complètement bugué devant. Tu vois, c'est marrant parce que les passages d'animation, je les avais complètement oubliés de ma mémoire. J'avais vraiment retenu les scènes chocs, mais pas ces passages en animation, alors que pourtant, ces côtés films d'animation à la Ralph Bakshi m'ont totalement laissé pantois. Donc, parce que je crois qu'au début de ta carrière, tu étais plus dans le dessin, c'est ça ? Oui, enfin, j'ai commencé en faisant les beaux-arts, en fait, et j'avais une envie d'écrire, mais je me destinais pas au cinéma. Moi, j'avais envie d'écrire des romans, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui avec bonheur. Et je cherchais, je disais à mes parents, il me faut un prof d'écriture, je veux un prof d'écriture. En fait, je cherchais un professionnel, un romancier qui m'apprendrait finalement les astuces de l'écriture, un peu comme un prof de guitare vous montre les accords, si tu veux, un rapport, comme un cours particulier comme ça, et forcément, ça n'existait pas. Et du coup, d'ailleurs, quand le Covid nous a frappé dessus il y a 4 ans, quand les tournages se sont arrêtés, que d'un coup, j'ai eu du temps devant moi, je me suis dit, tu te souviens le prof d'écriture que tu cherchais quand tu étais gamin ? Eh ben, c'est toi, mon gars. Et à ce moment-là, j'ai mis sur Internet une petite annonce pour dire aux gens que j'étais prêt à leur apprendre, à raconter. Et je pensais, qu'il y ait un enfant qui, à la limite, un enfant comme moi, qui allait faire chier ses parents en disant « Ouais, non, appelle-le, contacte-le ». Et en fait, il y a eu une 50aine de personnes. Ça a été un raz-de-marée. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et tout ça est né du fait de cette absence de départ, si tu veux. Et donc, effectivement, je me suis tourné après vers le dessin, comme il n'y avait pas de prof d'écriture. Et du coup, j'ai fait les beaux-arts. Et puis, mes premiers films, c'était des dessins animés, en fait. Oui. J'ai commencé par là. Et le dessin animé, tu crées tout, en fait. Tu crées tes décors, tu crées tes acteurs. Tu as le scénario qui est la partie commune, et toute la post-production aussi, qui est la partie commune entre le cinéma et le dessin animé. Et comme je faisais du théâtre en même temps, si tu veux, ça m'a amené progressivement vers le cinéma. J'ai eu un grand prix, en fait, avec mon premier dessin animé au Festival de Hyères, qui était un festival du jeune cinéma à l'époque. Et il y avait une productrice de chez Gaumont dans la salle. Elle m'a approché, elle m'a dit, voilà, on sort le film d'Ingmar Bergman, c'était Fanny Alexandre, je crois. Et le film est un peu court. Donc, on a besoin d'un complément de programme. Est-ce que tu pourrais nous faire un complément de programme? Et il faudrait que tu fasses avec des acteurs. Et il faudrait que ça dure 4 minutes 45. Donc, la commande était comme ça. Et je lui dis, mais je peux raconter ce que je veux? Oui, tu peux raconter ce que tu veux. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait une espèce de comédie fantastique, en fait. Ça s'appelait Le suicide de Frank Einstein. Frank Einstein étant le fils d'Albert Einstein et de la bombe atomique. Donc, il avait la gueule de Boris Karloff dans le film, etc. Donc, 4 minutes 45, comme ça. Et en fait, c'est en travaillant là-dessus que j'ai eu, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais en dessin animé, je pouvais le voir en direct tout de suite et ne pas attendre tous ces mois et ces années pour arriver à raconter quelque chose. Donc, grâce à elle, en fait, m'a foutu le virus, en fait. Et derrière, ce que j'écrivais en parallèle, c'est progressivement devenu le passage, en fait. Et donc, dans le passage, forcément, il y a une influence sur mon parcours en tant que réalisateur de dessin animé, c'est-à-dire que j'ai mélangé l'animation et la prise de vue réelle, en fait, mais deux techniques qui m'avaient permis de raconter mes histoires. D'ailleurs, j'ai l'impression que Jean Diaz, quelque part, c'est un peu ton double. Il y a une sorte de petit parallèle que l'on peut faire. Quelle était ton appétence pour le cinéma de genre, enfin le genre fantastique? Parce que mine de rien, quand on regarde ta filmo, même ce que tu écris aujourd'hui, qui sont quand même des thrillers assez sombres, je me dis qu'est-ce qui t'a amené à cet univers-là finalement, René? Les films que j'ai vus, moi j'étais fan du cinéma français d'avant-guerre, en fait. J'étais fan de Julien Duvivier, donc
je sais pas, La Charrette fantôme, tu vois, qui est un des plus beaux films de Julien Duvivier, hein. L'histoire de celui qui est le charretier de la mort, en fait, qui tous les 31 du mois de décembre, en fait, il y a quelqu'un qui doit prendre sa place, en fait, et qui doit assurer la corvée de faire le boulot, d'aller chercher les morts, tu vois. C'est une vieille légende, en fait, suédoise. Il y avait eu un film muet, d'ailleurs, fait là-dessus, ça s'appelait La Charrette fantôme aussi. Ce cinéma-là, le cinéma de Carnet, tu vois, ce néo-réalisme, enfin pas néo-réalisme, c'est le réalisme poétique en fait des films en noir et blanc de cette époque. Enfin tout ça et aussi le cinéma allemand, le mouvement de l'expressionnisme allemand a eu beaucoup d'influence sur moi. Déjà en peinture, c'est le mouvement que je préfère. Le cinéma de Murnau, le cinéma de Fritz Lang. Dr Caligari aussi, peut-être? Oui, Dr Caligari aussi, bien sûr. Enfin, tu vois, tout ce cinéma-là qui reprenait les codes de la peinture expressionniste. Et d'ailleurs, ces codes-là m'ont influencé dans les parties d'animation du passage où d'un coup, vraiment, on est noir, blanc, rouge. En fait, tu vois, avec un système de clair-obscur très fort, très, très violent, qui reprend aussi un peu le travail de Gustave Doré dans ses gravures. Enfin, c'est l'ensemble de ces choses-là, c'est-à-dire tout un esthétisme violent qui était là pour exprimer, si tu veux, tout ce que Jean Diaz, le personnage du passage qu'incarnait Alain Delon, voulait. Il avait conscience que quelque part, la violence prenait trop de poids dans le monde et donc il voulait, par son art, essayer de convaincre les gens d'arrêter, en fait. Donc c'est une espèce d'utopie, hein. Donc, et le personnage, forcément, quand il va se retrouver dans cet accident de voiture provoqué par la mort, c'est pas son heure, mais elle provoque cet accident parce qu'elle se fait chier, en gros, depuis des siècles à ramasser les morts. Donc, elle veut quelqu'un pour lui tenir compagnie, pour lui raconter des histoires. Et donc, elle prend un des plus grands artistes de son époque et elle provoque son accident. Et une fois que son fils est dans le coma, elle lui propose un pacte. En gros, ton fils s'en sort si tu me sers de compagnon. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y avait beaucoup de... Enfin, c'est un film prémonitoire, en fait. Enfin, le film de passage, en fait, est très ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Le film sortirait aujourd'hui, personne ne serait choqué de voir les images qu'il diffuse dedans, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de parallèles avec ce que l'on connaît aujourd'hui de la violence au travers des médias, au travers des conflits. Et ce qui permet aussi de le sortir un peu du lot, évidemment, c'est son décorum, c'est son, comme tu l'as dit, c'est tous ces aspects autour qui le rendent aussi fort, hein, aussi puissant. Donc merci pour ce premier bijou poétique, hein. Bah écoute, en tout cas, c'était ancré dans notre cinématographie à nous. J'avais pas encore l'influence américaine qui est venue en fait au cours de mon adolescence, en fait. Alors, comme j'ai écrit ce film très tôt, si tu veux, quand je l'ai tourné, je l'ai écrit, j'avais 16 ans, hein, donc c'est vraiment aussi l'inspiration adolescente. Donc avec sa naïveté aussi et sa sincérité. Et donc, quand je l'ai tourné, j'avais 25 ans. Je n'ai pas voulu le vieillir, si tu veux. J'ai voulu le tourner tel que je l'avais écrit. Et d'ailleurs, c'est tel que je l'avais écrit qu'il a séduit Delon. Pour cette espèce de naïveté, de pureté, d'innocence, etc. Donc, c'est devenu comme une fable, en fait. Je l'ai tourné comme une fable. Et ce qui est fou, c'est que au-delà de l'imperfection technique du film, hein, qui est le premier film d'un garçon de 25 ans, ce que ça a produit, c'est devenu quelque chose qui sert de pansement aux gens qui sont au bord d'un deuil ou qui doivent vivre un deuil. Moi, après le film, un jour, j'ai reçu un coup de fil de mon distributeur UGC à l'époque. Il me dit, René, il faut que tu viennes chercher tes cartons. Je dis quoi? Ouais, il faut que tu viennes chercher tes cartons là. Mais des cartons de quoi? Ben, ton courrier. Et donc, j'avais 3 caisses de courrier chez UGC, comme, je sais pas, Claude François pouvait en avoir à son époque. Tu vois, c'était complètement fou. Tu veux dire que tu avais plus de courriers que tes propres frères compositeurs? Ah ben oui, parce que si tu veux, en fait, c'était des gens qui avaient perdu un être cher, qui avaient vu le passage, et comme effectivement, il y avait quand même 2,5 millions de personnes qui l'avaient vu, et donc qui m'écrivaient.
comme si d'un coup j'avais la conscience à ce moment-là que le film était une lettre et que je recevais un courrier en retour. Et donc j'ai fait ce que je ne pourrais plus faire aujourd'hui, mais j'ai tout lu. C'est-à-dire j'avais du temps, j'ai tout lu et les témoignages étaient terriblement émouvants. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que ce que le cinéma pouvait apporter aussi aux gens, en dehors de la distraction, quelque chose de profond. Et donc, fort d'un énorme succès, il y a l'aventure 3615 Code Père Noël, qui est un film qui, pendant de nombreuses années, a été complètement introuvable. Oui, en fait, c'est un film, c'est un film culte qui doit être suivi, soutenu par un public. C'est ça, un film culte, en fait. C'est un film difficile à trouver, un film difficile à voir, qui a connu pas mal de difficultés au moment de sa sortie, où les gens ne savaient pas comment le sortir. En France, beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à le faire déjà. C'est grâce à mon frère Francis, en fait, qui avait coproduit Le Passage avec Delon. Et donc, Le Passage avait tellement bien marché que quelque part, on avait généré ce qu'on appelle un fonds de soutien très important. C'est-à-dire que sur chaque ticket d'entrée, les gens savent peut-être pas, mais les gens de métier savent. En fait, il y a comme un impôt, une taxe, en fait, qui est prélevée. Et c'est une taxe qui sert à produire, en fait. C'était pas une taxe qui va vers l'État, c'est une taxe qui va dans un fonds de soutien qui est là pour soutenir la production. Et donc, c'est de l'argent qu'on ne peut toucher qu'en produisant à nouveau. Après le succès du Passage, j'ai mis 3 ans à me remettre de ce succès. Bah oui, ce que j'allais dire, 2,5 millions d'entrées à 25 ans, ça doit quand même... Ah, mais c'était pas, j'ai pas mis 2 ans à m'en remettre simplement psychologiquement. J'ai mis 2 ans à 3 ans, je veux dire, à refaire un film, parce que ce qui est absurde, mais qui correspondait à la façon de penser à l'époque, un film qui marchait. C'était pas bien. Tu vois, je veux dire, c'est une anomalie. C'est ça, le film qui marche, c'est une merde. Et donc, il fallait faire, tu vois, le cinéma populaire était mal vu, hein. D'ailleurs, des gens comme, je sais pas, Francis Weber, comme Claude Zidi, ont eu beaucoup de mal avec la presse, justement, parce qu'ils faisaient des films qui marchaient, quoi. Ils ont d'ailleurs dû s'expatrier, en tout cas, Francis Weber a dû s'expatrier aux États-Unis, parce que là-bas, en fait, ils n'avaient pas ce problème, en tout cas. Et il a continué à faire des films là-bas. Pareil pour Colin Serrault, qui a dû aussi partir à un moment donné. D'ailleurs, je les ai rencontrés tous les deux. Je suis allé les voir pour savoir quelles étaient les conneries qu'on ne devait pas faire quand on était français et qu'on arrivait à Hollywood. Ils m'ont beaucoup aidé. Et d'ailleurs, Colin m'a filé son avocat, qui m'a aussi beaucoup aidé. Donc, pour revenir au Passage, oui, 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai monté des bandes annonces. Grâce à un monsieur qui s'appelait Georges Pensu, qui était le patron de Rossitel, et Rossitel faisait tous les génériques et les bandes annonces des films français à l'époque. Et d'ailleurs, il m'a dit, tu veux pas arrêter le métier, ce film est magnifique, il faut que tu continues. Et donc, voilà, tu vas travailler chez moi. Et donc, pendant 3 ans, j'ai monté des bandes annonces, essayé de communiquer sur un film qu'on a vu. Il y a des films qui sont excellents, c'est assez facile. Il y a des films qui sont moins bons et c'est beaucoup plus difficile. Et à ce moment-là, on se rend compte aussi ce qu'il faut, quand on a la baguette de nouveau, en ayant appris avec les bons et les mauvais films, on fait forcément des progrès. Et donc, j'ai fait énormément de progrès techniques entre Le Passage et 3615. C'est comme si Le Passage était un film d'auteur quelque part et 3615 un film de réalisateur. Voilà, la légende autour de ce film, moi par exemple, voilà, je suis un enfant des années 90, je n'avais pas du tout entendu parler de ce film quand Le Chat qui fume le ressortait en grande pompe, et c'est là où Jérôme m'a parlé de René Manzor, etc. Je suis allé sur la fiche IMDb de René, j'ai vu Un amour de sorcière, Dédale, je dis je connais ces films, et pourtant 3615, je n'en avais jamais entendu parler. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'est-ce que ça fait 30 ans après de voir ce film rencontrer son public. Ce qui est fou, c'est que ce film a rencontré son public, mais pas chez nous. Le film, quand je suis allé, il sortait donc une sortie technique en France, c'est-à-dire il est resté peut-être 2 semaines pour avoir un label qui permettait de mieux le vendre à la télé. En gros, c'était ça, hein, le truc. Mais les gens voulaient pas le sortir, en fait, bon. Mais juste parce que c'était un film d'horreur ? Non, parce qu'ils savaient pas comment le vendre. À Cannes, l'année qui précède la sortie, je le vends non seulement dans tous les pays, mais je fais 3 fois plus de ventes à l'étranger avec 3615 Code Père Noël qu'avec Le Passage.
Alors qu'avec Delon, le passage, ils se vendaient partout. Donc tu imagines 3 fois plus de ventes que Delon, avec un petit film sans vedette, avec des grands comédiens, mais pas de vedette locomotive pour le film. Donc c'est le genre, à ce moment-là, c'est le film de genre qui se vend partout. Donc c'est pas qu'il n'a pas rencontré son public, c'est qu'il n'a pas rencontré 2 publics, le public français et le public américain, mais ça c'est lié au plagiat qui est sorti avant, là-bas, qui est maman, j'ai raté l'avion. Donc, si tu veux, par rapport à ça, quand le film a été numérisé par Le Chat qui fume, qu'on est sorti à la fois en France et en Allemagne, c'était quoi, en 2018, je crois. À ce moment-là, les Américains qui connaissaient très bien le film, en tout cas le métier, qui connaissait très bien le film, puisque le film m'avait propulsé là-bas. Moi, j'ai 10 ans de travail aux États-Unis grâce à 3615. Bien sûr, oui, bien sûr, tu fais bien de le rappeler. Donc, si tu veux, le film était connu comme le loup blanc là-bas. En fait, et donc, quand d'un coup il est sorti, il y a des gens de votre génération, Thibaut et Jérôme, qui m'ont contacté pour me faire venir à Austin, où il y a une espèce de grande messe du Fantastic Fest, qui est un énorme, comme une espèce de Comic-Con, tu vois, mais avec le film de genre et des projections dans tous les sens, des gens qui viennent vendre des VHS, enfin, il y a tout un truc complètement délirant là-bas, mais de films de genre. Ils m'ont invité à faire une première mondiale aux États-Unis. Bon, j'y suis allé à reculons parce que je me suis dit, putain, les gens, maintenant, ça fait quoi? Les jeunes, ils voient autre chose, quoi. Le film, il a 35 ans, quoi. Donc, c'est pas possible, ça va être terrible. Et ma femme m'a dit, mais tu sais, les gens qui t'ont invité, ils ont le même âge que les gens qui vont le voir. Donc, à un moment donné, s'ils sont fans du film, il faut que tu y ailles et puis c'est tout. Donc, on y est allé ensemble. Et au moment de la projection, c'était une projection à minuit, bon, je me suis dit, ça va être terrible parce qu'en plus, les mecs vont être déchirés, toi, donc ça va être l'horreur. Et j'arrive dans la salle et c'est une immense salle, quoi. C'est pas une salle, c'est plus grand qu'un UGC Cité Ciné. C'est un énorme truc. Donc, je me dis, ça va être là, les sifflets, ça va être vraiment dur. Et donc, j'y suis allé. Le film a super bien marché pendant la projection. Les gens participaient, réagi pendant le film, un peu dans l'ambiance Rocky Horror Picture Show. Tu sais, où ils participent. Donc, c'était un moment assez fantasque. Du coup, je me disais, bon, c'est cool d'avoir vu ça, etc. Donc, je savais pas si ça avait aimé, pas aimé. Enfin, à la fin, il y avait un Q&A, tu sais, un question-réponse. Et j'ai vu que les gens, ils étaient à fond. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'ils avaient aimé le film et tout. Et le lendemain, je veux dire, pas matin, mais après-midi, il y avait une séance à 17h. Et la deuxième séance et dernière séance pendant ce festival. Et là, j'ai dit à ma femme, là, on va voir, parce que là, c'est une séance un peu familiale, tu vois. On va voir un peu l'horaire. Et les gens sont peut-être moins excités, ils vont peut-être, voilà. Et là, on arrive, il y a, je sais pas si tu vois, allez, imagine un UGC Cité Ciné 3 fois plus grand. Et là, il y a des gens partout. Et donc, je prends l'organisateur, je dis, hey, c'est l'heure, il faut faire rentrer les gens, là. Et c'est super qu'ils soient tous là, mais il faut les faire rentrer, là. La projection va commencer. Il me dit, non, mais René, ça, c'est les gens qui n'ont pas pu rentrer. Et d'un coup, je me suis rendu compte qu'en un jour, enfin en une nuit, sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement de délire sur le film que d'un coup, tous ces gens sont venus pour voir le film. Et en fait, on pouvait même pas faire une autre projection parce que quelque part, le festival était très carré. Tu vois, il y avait telle projection, tel film, donc on pouvait pas improviser une autre projection. C'était là. Donc les gens n'allaient pas le voir, tout simplement. Et donc, dans la salle, après, ça a été pareil. Ça a été super réaction. Et puis, il y avait un distributeur. Donc, le mec, il avait les yeux dollars, tu vois. Je dirais. Et à ce moment-là, il m'a approché, il m'a dit, voilà, j'ai 40 salles aux États-Unis, je voudrais sortir le film sur grand écran. Je lui ai dit, c'est formidable, mais je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de version anglaise, là. Le film, c'est français sous-titré. Ah, il m'a dit, non, mais je veux la version originale. Et donc, du coup, le type a passé donc sur les cinémas Alamo, ils ont passé dans les 40 salles aux États-Unis, le film, ça a fait un carton. Le type, tous les Noëls,
Maintenant, ils passent le film en contre-programmation de Home Alone de Maman, j'ai raté là. C'est pas mal. Et ils ont fait une bande-annonce géniale, enfin une bande-annonce dans laquelle ils disent carrément Home Alone was a rip-off. Tu vois, ils disent. Et puis il y a eu toute une campagne de presse pour appuyer la sortie allant dans ce sens. Et de voir que 35 ans après, les gens, ils savent toujours comment le vendre. C'est mon karma. Si tu veux, chacun a son karma. Moi, c'est mon père m'a toujours dit nul n'est prophète en son pays, et J'allais ça te me faisait rire. J'allais te la sortir celle-là, figure-toi. J'allais te la sortir, cette bonne vieille maxime qui a effectivement qui a longtemps fait ses preuves et qui les fait encore. Mais surtout, donc à l'époque, en fait, comment se retrouve 3615 Code Père Noël dans les mains de tous ces producteurs qui vont t'appeler. Donc pour Le Voyageur, il y a évidemment, il y a un podcast entier en anglais, je le recommande parce c'est une super interview qu'ils ont menée de toi sur les épisodes de la série Indiana Jones quand même, choisi par George Lucas pour être le réalisateur français de 2 épisodes. Il y a aussi tes travaux sur Highlander, je crois même. Alors tu serais non crédité pour une réécriture de Highlander 3 avec Christophe et oui, alors si tu veux, ouais, là ça a un peu filtré, mais j'ai fait beaucoup ça en fait sur d'autres projets énormes, et en fait je comprends pas d'ailleurs comment ça a filtré, parce que moi je signe une clause au moment où je réécris, comme quoi je n'ai pas le droit de, et moi j'ai qu'une parole, donc j'ai plusieurs signatures mais j'ai qu'une parole, si tu veux. Donc à partir du moment où je m'engage, je ne dis pas, donc je ne comprends pas comment ça a fuité. Mais j'ai fait ça sur une bonne quinzaine de films qui sont devenus des blockbusters d'ailleurs. Et d'ailleurs, plus je faisais ça, plus on m'employait, parce que forcément le box-office était conséquent. Et ça m'a permis de bien gagner ma vie pendant des années là-bas, alors que chez moi, j'avais qu'une possibilité, c'est de revenir aux bandes annonces. Tu vois, je veux dire, c'est quand même incroyable quand tu y penses, c'est incroyable, quoi. Mais du coup, comment 3615 se retrouve dans leurs mains? Enfin, c'est toi qui l'envoie, ou il y a un distributeur à l'époque? Enfin. Ben non, quand je vais aux États-Unis, j'y vais avec une productrice américaine qui voulait faire un remake du film, et on s'est aperçu que le temps que, si tu veux, on fasse les choses, le remake était fait, quoi. Il était fait par la fenêtre, quoi. Mais et qu'en plus il a eu un tel retentissement que quelque part, au lieu d'être un obstacle, c'est devenu un tremplin pour moi. Parce que forcément, les gens voyaient les copyrights, ils avaient compris, et puis du coup, on m'a engagé à ce moment-là pour écrire des high concepts. Et donc, ma carrière a débuté comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 phases. Il y a la phase du réal qui peut effectivement faire des projets intéressants comme Young Indiana Jones ou des choses comme ça. Mais il y a aussi la carrière du script doctor qui intervient sur des scripts qui sont en panne et qui va, les rafistoler, voilà. Et puis il y a aussi le contact avec les gens extrêmement talentueux qui étaient en panne et avec lesquels finalement j'ai travaillé et grâce auxquels aussi j'ai amélioré mon savoir-faire et mon savoir-dire. Parce que forcément, si tu travailles avec Tom Stoppard qui est bloqué, si tu veux, dans le processus créatif, à un moment donné, c'est quand même un dieu vivant pour toi. Et à ce moment-là, si tu veux, le fait de travailler avec lui, forcément, tu apprends des choses de lui. Donc même si tu le dépannes et que tu le sors de la misère des réécritures successives dans lesquelles il s'est perdu, eh bien en même temps tu en profites pour apprendre 2-3 choses de lui. Donc forcément tout ça, c'était pour moi une école formidable. Et je pouvais à la fois me retrouver à réaliser, à écrire pour d'autres, à écrire des concepts, à vendre des concepts, à réparer des films en panne. Enfin bon, tu vois, c'est toute une université en fait à ce moment-là. Et puis surtout, moi, c'est un métier qui me fascine un peu parce qu'il y a énormément de légendes autour des script doctors et la façon dont la WGA distribue en plus les crédits, ceux qui sont pas crédités, ceux qui se battent pour le crédit, etc. Mais c'est vrai que ceux qui sont purs script doctors, ça va de Francis Weber qui l'a fait aussi sur pas mal de films, Scott Frank qui maintenant a un succès Netflix, l'a fait pendant des années, Chris McQuarrie qui maintenant travaille beaucoup avec Tom Cruise, l'a fait pendant des années. Aussi, non ? Carrie Fisher a fait beaucoup de passes sur des. Et c'est vrai que c'est un métier souvent quand les gens en parlent et en sont sortis. Je sais que McQuarrie et Scott Frank c'était leur cas dans leurs interviews qu'ils ont données depuis.
qui est un métier où, au bout d'un moment, c'est addictif, parce que tu vas sur des projets qui sont toujours en cours, il y a un côté rush, un petit peu, où tu viens aider quelqu'un, voilà, comme tu dis, tu te fonds dans un univers, mais au bout d'un moment, voilà, t'as aussi envie de retrouver une certaine identité. Toi, est-ce que c'est pour ça que tu es revenu avec un amour de sorcière, ou est-ce que c'est juste l'opportunité qui s'est présentée, genre, ah bah tiens, là, je peux être réel de nouveau sur un long Non, moi, si tu veux, c'est très simple. Moi, j'ai le French Dream. J'ai pas l'American Dream. Donc, si tu veux, j'étais en exil là-bas. Si tu veux, là, il y a des tas de réalisateurs français qui rêvent de partir à Hollywood, etc. Moi, au moment où je suis parti, c'est pas que je ne voulais pas partir, c'est que je cherchais à travailler chez nous et j'arrivais pas. Et donc, à un moment donné, de passer du chômage ou de la bande-annonce à la possibilité de réaliser, je préférais changer de pays, de langue, que de changer de métier. Quand Fechner m'a appelé pour écrire et réaliser un amour de sorcière, mais pour moi, c'était formidable, c'était une chance de revenir, après 5 ans passés aux États-Unis, 6 ans même, de revenir avec mon savoir-faire et mon savoir-dire, que j'avais en plus aiguisé là-bas. Et lui, il voulait tourner un film en anglais pour Vanessa Paradis. Il voulait que je l'écrive et que je le réalise. Et en fait, la commande, c'était un film de commande, mais la commande, elle était simple. C'était en gros, il fallait que ce soit une comédie romantique. Et il m'avait dit, voilà, c'est un Américain qui tombe amoureux d'une Française. Et ça doit être une comédie romantique. Et je lui dis oui, et bien il me dit bah, après c'est vous René. Après c'est vous René. Et donc c'était pour Vanessa. Et à ce moment-là, j'ai dit écoutez, moi je peux pas avancer sans connaître le travail de Vanessa en tant que comédienne, parce que pour moi Vanessa c'est de là-bas, je connais quoi, Jojo le taxi quoi. Donc à un moment donné, je sais qu'elle a fait 2 longs métrages, j'aurais besoin de les voir pour sentir un peu ce qu'elle est capable de faire et pouvoir à ce moment-là lui tailler un costard, quelque chose qui soit un peu comme on ferait aux États-Unis, un film de commande que tu vois qui serait un véhicule pour une comédienne. C'est ça l'idée. Donc il m'a loué une salle, il m'a passé j'ai vu seul dans une salle les 2 films de Vanessa, Les Noces Blanches et Elisa. 2 films assez durs en plus. Voilà, et en sortant, je lui ai dit, écoute, je suis revenu voir Christian Fechner et je lui ai dit, voilà, pour moi, cette fille, c'est une fée. Donc, c'est un Américain, elle dégage ça. Donc, dans ce cas-là, c'est un Américain qui tombe amoureux d'une Française, sauf que la Française, c'est une sorcière. Et je lui ai dit, en plus, vous êtes les gens savent pas, mais Christian Fechner était un grand prestidigitateur et en fait inventeur, créateur de tours. C'est lui qui crée les tours pour David Copperfield. En fait, tu vois, c'est attends, là, tu viens de lâcher une bombe, là. Attends, faut arrêter, là. Ah oui. C'était incroyablement créatif, inventif là-dessus et entre parenthèses, il était un producteur, mais en fait, c'était un créateur de tours. Et donc, il connaissait tous les magiciens, etc. Machin. Du coup, je lui ai dit, voilà, vous allez être le responsable des effets spéciaux sur ce film parce que on va tourner le dos au numérique, on va essayer de réinventer la féerie comme au temps de Méliès et on va faire en sorte que les tours de magie qui sont présents, enfin les pouvoirs des sorciers et des sorcières, ils soient en direct sur le plateau. C'est-à-dire qu'à la limite, tout le monde les voit. L'équipe technique les voit, les comédiens les voient. Donc, il n'y a pas de blue screen ou de truc ou de numérique ou de machin. On fait et on ne fait en numérique que ce qu'on ne peut pas faire autrement. Et du coup, il y avait un challenge pour les magiciens. C'est en gros, s'ils n'y arrivaient pas, on le faisait en numérique. Donc, il y a une espèce de pression, si tu veux, que je mettais. Donc, et en numérique, on a fait finalement que Jean Reno qui se liquéfie à la fin, parce que ça, on pouvait pas le faire. Donc ça, pour ça, on a fini par faire ça en numérique. Mais tout le reste, ça a été, il y avait une équipe de prestigitateurs qui étaient chacun spécialisé dans un tour. Et donc, c'était vraiment une expérience formidable sur le plateau même, d'arriver à revenir à la féerie alors qu'on baignait dans le numérique de partout, quoi. Donc, c'est-à-dire tourner le dos à ce qui se faisait pour essayer de revenir au cinéma forain, d'une certaine façon. Oui, c'est incroyable comme idée. Et le film est multi-rediffusé. Enfin voilà, Un amour de sorcière, voilà, je l'ai dit, c'est un film culte aussi. Peut-être un peu déviant par moment parce qu'avec cette VF et cette VO introuvable et cette VF un peu oui, kitsch. Ça a été pour moi terrible parce que j'ai écrit ce film en anglais. L'humour ne passe
passe très mal les frontières, hein, de toute façon, dans les deux sens. Et donc, le film, on l'a tourné en anglais, et donc le film est sorti en France doublé. Parce qu'à l'époque, un film ne pouvait pas avoir la nationalité française s'il n'était pas tourné en français. Donc, il y a eu, si tu veux, une version française, genre version syndicale, en fait, tournée. Mais le film vraiment était tourné en anglais. Hein. La version française, on la faisait comme ça parce qu'il fallait la faire. Donc, en fait, la version originale, elle est anglaise. La version doublée doit tenir compte des lèvres. On le sait, il y a une convention. Mais d'un coup, quand c'est Vanessa qui va se doubler elle-même Oui, c'est toujours en français, et Jean Reno et Jeanne Moreau, d'un coup, ça fait vraiment bizarre, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Mais bon, c'était comme ça. À l'époque, c'est un tournant. Après, ça n'a pas empêché le film de Polanski d'avoir les Césars et tout ça. Tu vois, en tant que film français, il fallait en passer par là. Il fallait essuyer les plâtres, et c'est nous qui les avons essuyés. Voilà. Et ensuite, bah, tu as continué ta carrière à la télévision, puisqu'il y a plutôt récemment, avant le Covid, tu as réalisé 3 meurtres en, qui est un label assez culte pour la télévision. Mais entre-temps, il y a un autre film de genre, finalement, que Jérôme a redécouvert récemment. Oui, un film de genre dont on a déjà parlé ensemble, dont j'avais uniquement la compilation néo-metal, parce qu'à l'époque j'étais dans la programmation de festivals de rock dans les Alpes, et en plus j'étais tour manager d'un groupe de néo-metal français, donc ce qui fait que j'étais un peu au fait de toute la sphère, toute la communauté du genre à cette époque. Et donc la compilation, je l'avais achetée sans avoir vu le film. Donc le film c'est Dédale, évidemment, avec Lambert Wilson, Sylvie Testu, etc. Et c'est un thriller en fait que j'ai découvert tardivement, et ça m'a fait super plaisir de enfin pouvoir le voir, enfin pouvoir découvrir ce métrage qui pour moi était peut-être celui qui a donné le sel ou le tremplin à René pour se diriger peut-être aussi vers le polar, vers le thriller à sensation, le thriller dark, parce que j'ai l'impression que Dédale a été un petit peu une sorte de porte d'entrée vers cette nouvelle carrière que tu t'es créée. Oui, c'est juste, en fait, c'était disons que, comme le film est subjectif d'une certaine façon, ça m'a ouvert ça ressemble énormément à ce que j'écris, en fait, aujourd'hui, depuis maintenant 12 ans. C'est un film très personnel, Dédale, c'est vraiment, c'est le film aussi qui m'a fait arrêter quelque part le cinéma, provisoirement, j'espère qu'un jour la balle repassera, parce que c'est le dernier film où j'avais le Final Cut. Parce que ce que les gens savent pas, c'est que en fait, c'est pas une histoire de loi, le Final Cut. La loi ne protège pas par rapport à ça. C'est une histoire d'us et coutumes. On s'est targué pendant des années en Europe d'avoir le Final Cut, en France d'avoir le Final Cut, que les Américains n'avaient pas, etc. Et en fait, progressivement, on s'est rendu compte que les pressions étaient telles pour mettre en chantier un film que rapidement, même au stade du scénario déjà, avec certains producteurs ou même certains groupes ou même certains diffuseurs, on vous faisait comprendre que non, il fallait pas faire ci ou il fallait pas faire ça, ou c'était pas assez prime time, ou c'était pas assez ci, ou c'était pas assez ça. Et donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de tourner le film pour savoir que vous n'aviez pas le Final Cut, c'est que déjà à l'écriture, vous l'aviez plus. Parce que si vous le conserviez, le film se faisait pas. Et donc, Dédale, en fait, c'est le dernier film sur lequel j'ai eu le Final Cut. Au niveau de de tout, du scénario, du tournage, du choix des acteurs, l'ensemble du film, ce sont mes choix. Et donc, les gens qui aiment mon travail, ils vont me retrouver à 3000% là-dedans. Et donc, ça donne des films qui sont pas des films d'auteurs à vocation non populaire. Ce sont des films populaires, mais qui sont pensés pour être entertaining, comme on dit, distrayant, avec en même temps un propos, quelque chose de profond. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été pour le mariage entre l'entertainment, donc le film populaire, et le profond. J'ai pas voulu choisir entre, tu vois, les deux. Je vais pas vers le film intelligent, ce que j'appelle intelligent, si tu veux, le truc d'un coup qui est tellement qui tourne tellement le dos au public que ça en devient vraiment ennuyeux. Et je vais pas non plus vers ce que j'appelle le brainwash, tu sais, le lavage de cerveau, où d'un coup tu te retiens rien d'un film et t'as que des effets, des machins, des trucs qui font que quelque part tu te dis mais attends, mais c'est quoi l'histoire, quoi?
Donc, si tu veux, il y a deux fossés comme ça. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est marier les deux, c'est-à-dire la réflexion et la distraction, les deux ensemble. J'ai toujours défendu ça. Et d'ailleurs, si tu regardes dans les films que j'ai faits, c'est toujours ça. Et les romans, pareil. C'est des page turners, tu vois, mais à chaque fois, c'est profond. Il y a un message à l'intérieur. Il y a des personnages qui sont blessés, qui cherchent à se réparer. D'ailleurs, c'est pas des descentes aux enfers, c'est des tentatives de sortie. Et donc, pour moi, ce que je cherche, c'est le frisson. Le frisson dans les deux sens du terme. À la fois la peur, le suspense, mais aussi l'émotion. Les deux sont présents et se tiennent la main. Et ce qui est génial en même temps aujourd'hui, c'est que les gens qui aiment ma façon d'écrire ou de filmer ou quoi, c'est quand ils lisent un de mes romans, ils visualisent tout. C'est-à-dire, c'est comme s'ils voyaient le film, et c'est eux qui font le film. C'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je m'adresse plus à des spectateurs, je m'adresse à des spectateurs. Ils sont actifs pendant qu'ils lisent. Et donc, c'est eux qui font le casting, c'est eux qui, tu vois, voilà, moi, j'excite leur imaginaire, c'est ça que je fais. C'est eux qui imaginent au sens premier du terme. Donc ça, effectivement, c'est Dédale qui m'a ouvert ces portes-là. Et voilà, après tout ce que j'ai fait à la télévision, depuis, j'ai toujours aimé la télévision. Au moment où je faisais le Hitchhiker, mon agent de l'époque me disait « Mais René, non, toi tu fais du cinéma, pourquoi tu fais de la télé ?» Je dis « Mais c'est génial, la télé, c'est un laboratoire. Tout va très vite. On est au filet en permanence. On doit se matcher sur toutes les balles. On n'a pas le temps de se prendre la tête. On est obligé d'aller au charbon et de travailler son instinct, l'instinct de la mise en scène, si tu veux. Moi, sur un plateau, je sais toujours où est la caméra. Je tourne comme je respire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu quelque chose qui est qui fait partie de moi, en fait. Et que ce soit pour le petit écran ou pour le grand écran, on raconte une histoire. Que ce soit pour du papier, on raconte une histoire. Et d'ailleurs, la masterclass que les Américains m'ont fait écrire, parce que c'est encore eux qui sont venus me chercher pendant le Covid pour écrire une masterclass. C'est pas venu de la France, c'est encore venu des États-Unis. Fiction Writing Secrets, les secrets de l'écriture de fiction. Et dans cette masterclass, j'apprends aux gens à raconter une histoire, quel que soit le médium. C'est-à-dire que ce soit pour le cinéma, le théâtre, le jeu vidéo, la bande dessinée, le cinéma, la série. C'est toujours des personnages et une intrigue dont le seul rôle est de faire en sorte que les personnages se révèlent. C'est pas l'inverse. Et donc, si tu veux, cette masterclass, j'ai fini par en faire une traduction parce que d'un coup, ça me faisait mal au sein qu'elle existe qu'en anglais. Et donc, c'est devenu Secret de raconteur d'histoire. Et c'est disponible sur mon site renemanzor.com pour ceux que ça intéresse. Voilà. Génial. Mais oui, effectivement, nous, c'est un mot qu'on défend énormément dans le podcast. Oui, c'est pas parce que c'est divertissant que ça doit être débile. C'est pas parce que c'est divertissant et que ça s'adresse à un public que c'est un gros mot. Mais bon, c'est aussi pour ça que le cinéma de genre en France est très très particulier. Sans rentrer dans le débat. Il y a pas, en même temps, c'est ce qui est étrange, c'est que ça n'existe pas en littérature de genre. C'est-à-dire qu'en France, il y a une espèce de French bashing pour tout ce qui est à l'écran. Mais par contre, au niveau de l'écrit, il y a des auteurs incroyables et un public qui en redemande. Et ils font pas du tout de French bashing par rapport à là. Ils peuvent lire du Conley et puis ils vont se jeter sur du Manzor de la même façon, si tu veux. Il n'y a pas ce côté-là. C'est quelque chose dont à la fois le public et les producteurs et les diffuseurs doivent se débarrasser. Je sais pas comment, mais c'est un truc franco-français parce que tu traverses la frontière, tu vas en Espagne, par exemple. Il n'y a pas ce problème. Donc ça sert à rien de penser aux États-Unis. Tu as des films de genre en Espagne qui sont incroyables. Et donc, ça veut dire quoi? Que c'est pas une histoire de budget. C'est une histoire simplement de goût, de raconter des histoires comme on aime. Quand je vois que des metteurs en scène, que des réalisateurs, disons, français sont obligés de s'expatrier pour continuer à faire le genre qu'ils veulent, qu'ils aiment, c'est dramatique. Moi, j'ai un peu fracassé les portes, j'ai ouvert les portes, mais derrière, il y a plein de jeunes qui sont formidables, des Pascal Laugier, des Alexandre Aja, des gens comme ça. Et d'un coup, ces gens-là, ils sont obligés de partir pour travailler. C'est quand même dingue. Et après, les films qu'ils font, ils sont vus chez nous. Les gens viennent les voir.
J'ai cru que ça s'arrangerait, si tu veux, avec le temps. Au début, bon, dans les années 80, 90, bon, il fallait, voilà, c'était super dur d'arriver. Mais d'un coup, je me suis dit, on ouvre des portes. Bon, 3615 n'est pas sorti chez nous, mais si les gens se renseignent un peu, quand tu fais autant de ventes à l'étranger, c'est que d'un coup, ça devient rentable, si tu veux, à un moment donné. Le passage, ça a été un succès. Donc, ça veut dire que quoi? Bah, le film de genre peut marcher chez nous. Donc, derrière, ça devait ouvrir des portes à d'autres. Et quand je vois le mal que se donnent les gens qui en font, c'est terrible. Tu vois, de voir que ça s'arrange pas, quoi. 30 ans après, c'est toujours le même problème, en fait. Mais en tout cas, tout ce débat-là, finalement, ouvre sur l'épisode de Mick Garris, puisque c'est un épisode sur un romancier, un écrivain. Donc, donc on va s'y plonger maintenant. Donc Mick Garris, né en 1951, il avait 55 ans pour cet épisode, diffusion le 29 décembre 2006. Donc devant la caméra, on a Tyrone Letso dans le rôle de Rob, qui a joué dans la série Wonderfalls de Brian Fuller, qui est une série un peu culte, mais surtout qui fait partie de la compagnie UV Ball. House of the Dead, Seed, Blood Rain 2, Far Cry, Assaut sur Wall Street, Suddenly. Comme Brendan Fletcher et tant d'autres acteurs que l'on aime retrouver, comme Jason Dominique Statham Purcell, aussi, qu'on aime retrouver, qu'on déteste retrouver, c'est horrible, et j'ai vu malheureusement autant Brendan Fletcher, tu sais, j'arrive à relativiser, j'arrive à me dire, ouais, ce mec-là, il a une tête, il a une gueule, il a un style, on l'a vu dans plein de films cultes, voilà, mais autant celui-ci, tu vois, il m'a pas du tout marqué. Bah, ça explique pas mal de choses. On retrouve aussi Claire Grant, qui joue Valérie, qui, comme toutes les actrices quasiment de cet épisode, n'a pas vraiment de crédit à IMDb intéressant, parce qu'elle a une filmographie très courte, avec des tout petits rôles. En revanche, on retrouve Christopher Lloyd, dans le rôle de Everett. Bah, j'ai mini-spoilé, mais qui pourrait être ma performance préférée de la série, je pense. Exceptionnel, je trouve, touchant, effrayant, désespéré. Christopher Lloyd, est-ce qu'on le présente encore? Non, il n'y a pas besoin de le présenter, on l'a tous vu, c'est un personnage culte, c'est un acteur culte. Des fois même, le personnage et l'acteur se confondent. Dans notre tête, en fait, Christopher Lloyd, on le voit comme Doc Brown. En fait, on n'arrive pas à imaginer autrement que dans la peau de Doc Brown. Donc, alors qu'il a fait mille autres choses. Il a fait mille autres choses. Il a joué un rôle de professeur décapité, il a fait un fou dans un asile. Voilà, il a fait tellement d'incarnations, tellement de personnages. Mais c'est vrai que sa tête, sa diction, sa façon d'être, sa posture, c'est un acteur qui est gigantesque, qui est immense, et que l'on est très heureux de retrouver ici. Et en plus de ça, son allure bonhomme sied totalement au personnage, donc formidable. Totalement, et surtout c'est un acteur qui disparaît un peu dans les années 2000 après un run incroyable pour les enfants des années 90 comme moi. Mon martien bien-aimé, Denis la Malice, Richard au pays des livres magiques et Petit Génie, que des films cultes, hein, pour moi, je les ai saignés. Donc Christopher Lloyd, oui, c'était Doc, mais c'était aussi tout ça. On retrouve aussi Suki Kaiser dans le rôle de Patricia, plutôt génial, je trouve, dans l'épisode, qui est assez vulgaire, assez rentre-dedans, mais qui marche bien pour son personnage. Jonathan Watson, qui joue Bruce. Lui, pareil, pas beaucoup de crédit. Il a fait une dizaine d'épisodes de Handmaid's Tale, La Servante écarlate, mais pas une grande carrière. Nicolas Lipman, qui joue Nancy, la gérante, qui elle aussi envoie du bois, je trouve, dans cet épisode. Et évidemment, dans le rôle du démon, le monstre Otakai. Et oui, c'est le nom du démon de cet épisode, Tony Todd. Candyman. Exactement, et il est au taquet, on peut le dire, toujours au taquet de son incarnation, avec sa diction, cette voix un peu caverneuse, très, très inquiétante, et effectivement, on est content de le retrouver là, et ça fait effectivement partie des nombreux clins d'œil qu'il y aura vers Clive Barker. Derrière la caméra, donc le script est signé Mick Garris, d'après une histoire originale de Clive Barker, et non une nouvelle. Donc pour ceux qui suivent par rapport à la saison 1, Mick Garris avait déjà adapté Clive Barker avec Eccleston, Les Amants d'Outre-Tombe, mais c'était basé sur une nouvelle. Là, c'est une histoire originale. J'en reviendrai après comment il en est arrivé à faire ça. Chef opérateur John Joffin, musique Richard Band. J'étais très heureux. Richard Band, j'avoue, je suis vraiment... c'était un enchantement. Musicalement, j'ai trouvé la partition sonore magnifique. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, c'est ce que j'ai préféré du film. J'essaie toujours de trouver des BO de ce mec. Je suis fan. Surtout pour des films, des fois, de petit budget. Il arrive à faire des trucs fous. Et notamment la musique de House on Sorority Row, que je trouve incroyable, que j'ai d'ailleurs utilisée pour mon propre mariage. Je tiens à le préciser. La musique de House on Sorority Row, on l'a mise à l'entrée des... Excuse-moi, t'as payé les droits, Richard ? Non, j'ai pas payé. Parce que Charles et Richard, c'est quand même des bons roublards, à mon avis. Alors, j'ai pas payé les droits. J'ai juste mis un petit extrait tout court, le temps que les gens rentrent dans l'église. Mais oui, je suis d'accord. La BO, j'ai détesté cet épisode. Je le répéterai jamais assez. Vous allez voir, je n'ai pas du tout aimé cet épisode. Mais Richard Ben, la musique fait partie des éléments très positifs. Au montage, on retrouve Andrew Cohen,
qui a un module spécial. Il n'y a pas de module effets spéciaux dans les bonus. Il y a un module sur le montage parce qu'il montrait comment monter un jumpscare, parce qu'il y a pas mal de jumpscares dans le film et c'est assez intéressant. Il parle d'enlever quelques images au montage pour que les corps arrivent plus vite à l'écran, d'accélérer l'image, etc. Les décors, David Fisher, les costumes, Lynn Kelly, les classiques et les SFX KNB qui doivent donc faire dans cette saison, si vous suivez cette saison 2, un deuxième démon puisqu'on en a vu un dans Pro-Life de John Carpenter. Et donc ils vont sur une version, je dirais, plus Darkness de légende. Ou plus Baphomet de Cabal, de Clive Barker, de Nightbreed. Voilà, une version humaine un peu avec, il y a le vrai torse de Tony Todd, il y a ses vrais bras, il y a ses vraies mains. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, je sais pas si Howard Berger s'est endormi un moment, mais il y a une scène où on voit carrément les doigts rajoutés. On voit les prothèses, on voit la limite de la prothèse sur les mains de Tony Todd, ça m'a gêné, j'étais là, oh non mais les gars, c'est le gros plan de Tony Todd, c'est le moment qu'on attend tout le film. Bah je dis rien parce qu'il y a tellement de films d'horreur cultes que l'on adore comme Le Retour des Morts Vivants 3 où quand t'as un personnage qui se fait arracher la mâchoire, tu vois qu'il y a des vraies dents dessous, le maquillage, bon bah si tu veux... J'adore les films cultes, je m'attendais à un film de ouf, c'est genre Fright Night ou Chucky, ça, Le Retour des Morts Vivants 3. Eh oui, Brian Yuzna, les maîtres de l'horreur. Mais ouais, mais j'étais un peu déçu de KNB sur ce coup. Et les VFX, Lee Wilson, qui nous sort un truc final. Bon, pas fan des effets spéciaux de cet épisode. Donc, c'est vrai qu'en parlant d'Eccleston, comme c'était l'épisode de John McNaughton, on n'a pas trop parlé de la relation avec... On a vite fait présenter l'auteur, évidemment, immense auteur que René aussi doit connaître, Clive Barker. Mais on n'a pas trop parlé de la relation entre Mick Garris et Clive Barker. Mick Garris découvre Clive Barker avec le Book of Blood numéro 4, que sa femme lui offre. Et ensuite, il le rencontre à une soirée hollywoodienne de présentation de Clive Barker par ses éditeurs, un peu à la populace hollywoodienne, genre, voilà, Clive Barker rencontre le cinéma hollywoodien. Ils développent au fil des années beaucoup de projets ensemble, comme La Momie pour Universal, une adaptation de In the Flesh pour Warner. Ils font beaucoup de pilotes télé ensemble qui ne sont pas pris. Mick Garris adapte une première fois officiellement Clive Barker dans le téléfilm Quicksilver Highway, qu'on n'avait pas vu dans la saison 1, mais on a mentionné, c'est une double adaptation, un film d'1h30, mais avec 2 adaptations, Clive Barker d'un côté, Stephen King de l'autre, avec Christopher Lloyd, à l'époque, le personnage principal de cet omnibus, et Clive Barker a joué dans La Nuit déchirée, évidemment, il a un caméo dedans, et dans Quicksilver Highway. Donc les deux hommes se connaissent bien. Comment on en vient à cet épisode ? Clive Barker aime les maîtres de l'horreur saison 1, il est fan de ce qu'a fait Mick Garris. Il aime beaucoup ce qu'a fait Mick sur l'épisode Eccleston. Il trouve surtout que le mélange d'érotisme et de glauque d'outre-tombe marche vraiment bien. Du coup, il va à fond là-dedans pour son épisode. En fait, c'est limite inspiré d'Eccleston en se disant « mais ça marchait bien les scènes avec la jeune actrice nue qui se tapait un zombie dans la saison 1. Tiens, je vais essayer de faire encore plus glauque pour la saison 2. » Et il délivre à Mick une histoire originale qu'il n'a jamais transformée en nouvelle. C'est une histoire qui lui trottait dans la tête depuis des années. Et il lui balance en fait un traitement de 45 pages, donc un traitement c'est pas en format script, et en plus il paraît que son traitement était en mode pas d'espace, pas de retour à la ligne, c'était très très procédurier, et Mick Garris reçoit ça, et Clive Barker lui dit voilà, je te le pitch même pas, je te donne ce traitement, tu en fais ce que tu veux, c'est une histoire de fantôme, une histoire sanglante, une histoire hétéro, sur un objet de désir qui s'appelle Valérie, il le tease comme ça, et Mick finit par le réécrire, et en fait son épisode de la saison 2, parce qu'à la base, il voulait réaliser V comme vampire, l'épisode qu'il a écrit pour Ernest Dickerson. Et Mick Garris, quand il parle de cet épisode-là, c'est marrant parce qu'il en parle comme d'un vrai film d'horreur, parce qu'il sait que des gens ont détesté Chocolat. Et apparemment, Chocolat s'est fait bâcher en ligne, genre c'est pas un film d'horreur, c'est nul, etc. Donc il se dit bon, là j'ai une vraie histoire d'horreur à vous proposer. Et moi personnellement, Chocolat, j'en garde un bon souvenir de la saison 1. C'était un épisode que j'avais vraiment bien aimé dans la saison 1. Je sais pas pour toi comment il vieillit dans ta tête. Si, ça reste potable. C'était dans la bonne moyenne des épisodes de la saison 1, en mon sens. Le traitement original coûte évidemment beaucoup trop cher parce que Clive Barker a écrit un peu tout ce qui lui passait par la tête. J'ai lu quelques extraits de ce traitement original, notamment le climax, qui est complètement différent. Il y a des enfants démons dans le climax original de Clive Barker. Il y a l'intervention de policiers qui sont témoins de la scène finale de confrontation. Il y a une plus grosse aussi compréhension de l'amour du démon pour Valérie, très peu présent à part une scène un peu érotique entre eux, mais il y a vraiment il s'est accentué le fait que Valérie et le démon s'aiment. Donc un épisode qui s'ouvre sur la phrase « La culture utilise l'art pour rêver les morts de belles femmes ». Une phrase d'Elizabeth
Bronfen, qui est un peu un faux semblant ou une clé pour comprendre l'épisode, je ne sais pas, on va peut-être débattre sur ce qu'est réellement l'épisode, etc. Donc oui, le film s'ouvre sur un romancier, Rob, un rejet de plus par écrit, ses manuscrits ne sont pas pris, et on lui offre l'opportunité de rester écrire dans une demeure pour auteurs non publiés, Highberger House, et c'est là où effectivement il va découvrir Valérie, un film un peu conçu en 2 parties, un épisode conçu en 2 parties, où au départ on pense que c'est un énième film de fantôme sur une apparition, peut-être c'est hanté, et en fait petit à petit qui vire presque au twist, où on se rend compte petit à petit que ces éléments-là font partie d'un roman écrit à 3 mains. Donc voilà, de manière générale, avant de rentrer en détail dans l'épisode, René, ce qui est drôle, c'est que je viens d'écouter le podcast que tu as fait sur la série Indiana Jones, où tu parles très bien du métier de réalisateur pour la télé, et c'est là où les maîtres de l'horreur est finalement une arlésienne, parce que les épisodes ne sont pas des épisodes de faiseur où on rentre dans les codes de la série, mais au contraire, des épisodes où les réalisateurs s'expriment pleinement et ça porte leurs pattes. Donc finalement, ton avis général sur cet épisode et sur la vision de Mick Garris, parce que c'est vraiment un film de Mick Garris, adapté donc de l'histoire de Clive Barker. Est-ce que tu as trouvé joie à regarder cet épisode ? Oui, je trouve que bon, d'abord il y a la patte de Mick Garris qui maîtrise vraiment parfaitement les codes du genre, y compris dans le choix des techniciens avec qui il travaille. Bon, j'ai vu que la photo c'était John Joffin. John Joffin, c'est un grand chef opérateur qui a fait des trucs magnifiques comme travailler sur X-Files, etc. Bon, c'est des gens qui sont extrêmement doués, donc tu vois à travers le choix des techniciens aussi de Mick Garris. Ça joue énormément, hein. Il y a un climat visuel par rapport à ce décor qui est une espèce de huis clos qui fait beaucoup pour le film, y compris pour certains effets spéciaux. Je parle pas les effets spéciaux avec le personnage de Tony Todd, un grand acteur shakespearien en fait qui là dedans n'est pas du tout à son niveau, hein. Donc ça, il y a un petit problème de ce côté-là, mais bon, je sais pas quelles sont les raisons pour ça. Dans Candyman, on voit bien, hein. Et puis après, il a fait vraiment des choses magnifiques. Enfin, c'est vraiment un super acteur. Le travail de Mick Garris, tout le long, me fait penser un peu à Carl Schulz. Je sais pas si vous connaissez ce réalisateur qui a travaillé aussi sur Young Indiana Jones, qui est un réalisateur australien. Et il y a toute une esthétique des années 80 aussi, hein, qui est présente là, qu'on retrouve un peu maintenant dans Stranger Things ou ce genre-là, cette espèce de lumière un peu à la Alain Davio, les premiers films de Spielberg, etc. Il y a tout ce climat, hein. C'est quelle année qui a été fait cet épisode ? C'est en 2006. Ah, c'est marrant parce que là, d'un coup, il fait presque un revival de ces années-là, au niveau en tout cas de l'ambiance lumineuse et de l'ambiance, y compris des décors et tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment... c'est très fin. Il y a des moments, il y a des images fortes. Je pense à l'image de fin avec ce type qui a les pages collées sur lui, tu sais, et qui se transforme en page. Qui est un petit peu un clin d'œil, je pense, à Clive Barker, justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'emprunts et beaucoup d'hommages à Clive Barker dans le métrage. Oui, bien sûr, oui. Là, c'est Clive Barker qui l'a écrit. Là. Bah oui, je sais, mais je veux dire, non, il y a des emprunts visuels, il y a des images visuelles, tu vois, je veux dire, images visuelles, je suis très fort sur ce coup-là. Mais tu vois, le livre de sang, j'ai pensé au livre de sang, et la créature de Tony Todd, j'ai pensé aussi au personnage un peu dark, un peu sombre de créature qu'il y a dans Cabal, dans Nightbreed de Clive Barker, justement. Oui. Mais je pense que ça vient du fait que justement il y a un côté passeur chez Mick Garris, c'est-à-dire que il rend hommage. Et quand il travaille avec, disons, en essayant d'illustrer ou de porter à l'écran Stephen King, c'est la même chose. C'est presque des films de fans. Et là, c'est clair parce que, y compris le personnage de Tony Todd, il y a ce côté exubérant qu'il y a chez Clive Barker, parce que tu vois, Clive Barker, tu vois ses films, il y a ça, tu vois, c'est présent, il y a une espèce d'imagerie de temps en temps too much. Enfin, il y a ce côté too much. Et donc, ce côté too much qui arrive là, je pense que c'est une façon de rendre hommage. Il sert l'auteur. Et quelque part, le sujet parle aussi de ça, à travers la difficulté que ont ces auteurs de s'exprimer, d'être publiés, etc. Tu vois, il y a toute une thématique qui est très intéressante par rapport à ça. C'est ce que j'ai comme impression, hein, je peux me tromper, mais je l'ai vécu comme ça en le visualisant. Alors mais moi aussi, de toute façon, c'est clairement ça, et c'est peut-être un petit peu aussi ce qui m'a un peu gêné dans le métrage, c'est qu'au bout d'un moment, on a le sentiment d'avoir un peu une sorte de
de compilation best-of. Il y a un lien, il y a une intrigue, il y a une atmosphère, mais au bout d'un moment, tu vois tellement d'emprunts et tellement de clins d'œil et de petits coups de coude dans l'épaule du spectateur que ça finit par un peu être gênant, surtout que le métrage, je trouve qu'il s'essouffle assez vite, mais j'en parlerai après dans mon avis. Mais... Oui, mais tu sais, c'est aussi enfin, aujourd'hui, c'est très à la mode parce que c'est le côté Easter eggs, tu vois. Oui. Et c'est vrai que les Easter eggs, comment dire, ça pollue un peu le scénario en général quand il y a ça, parce que finalement, il faut participer, il faut être connaisseur. Celui qui ne l'est pas à côté, ben, il ne jouit pas de la même chose, tu vois ce que je veux dire. Et là, il y a ce côté chez Mick Garris, Easter eggs, par rapport au fait qu'il rend hommage, et lui décode certaines choses qu'il est en train de faire, et pas forcément le public. Alors, je pense que les fans de films de genre, oui, ils verront, ah oui, tiens, ça c'est machin, tiens ça. Presque, il faut presque être du métier, quoi. Tu vois ce que je veux dire, pour décoder les choses. Mais ça reste extrêmement bien fait, ça reste, la mise en scène et là, avec peu de moyens en plus, hein, parce que j'imagine que c'est pas non plus. Ouais, les Maîtres de l'horreur, c'est 2 semaines de tournage et entre 1 et 2 millions de dollars de budget. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est que par rapport à, disons, le fait d'accorder ce temps au chef opérateur, parce que forcément c'est du temps que tu n'as pas toi en tant que réalisateur, ça montre aussi le soin que Mick Garris veut apporter à l'aspect visuel, en sachant qu'il va être enfermé dans un décor unique et qu'à un moment donné, il faut quand même que ce soit agréable à voir, quoi. C'est drôle que tu en parles parce que John Joffin, on cite son nom quasiment à tous les épisodes. Il a fait chef-op sur pas mal d'épisodes des Maîtres de l'horreur, dont celui de Stuart Gordon de la saison 1. Et c'est vrai que Jérôme et moi, on a vu une évidence en termes de look, mais limite un peu chiante, où on a l'impression de voir une redite complète de cet épisode. Oui, ça m'a un peu perdu. J'ai eu le sentiment en fait d'avoir un peu confondu les deux épisodes quand je les ai vus en fait, parce que j'avais des images flash de celui de Mick Garris, et en fait quand le film a commencé, je me suis dit ah mais oui, voilà celui avec lequel je le confondais, le premier de la saison 1 de Stuart Gordon. Effectivement, il y a beaucoup de similitudes, ils se ressemblent pas mal, tant au niveau des personnages, au niveau de la narration, au niveau de ce qu'il y a derrière les murs, etc. Il y a une atmosphère certaine, mais quand on a déjà regardé l'épisode de Stuart Gordon quelques semaines avant et qu'on se fait celui-ci ensuite, on a le sentiment d'être face un petit peu à un essoufflement, j'avoue. C'est l'impression que ça m'a donné finalement. Mais par contre, c'est vrai que Mick Garris qui n'a jamais été un esthète, hein, la nuit déchirée, Critters 2, etc. C'est un réalisateur efficace, mais qui n'a pas vraiment d'univers visuel. Dans celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait une vraiment superbe utilisation des plongées contre plongées. Pour donner un peu du caractère à cette maison qu'on ne quitte jamais, on ne voit pas l'extérieur, l'immeuble n'est jamais incarné véritablement. Par contre, il arrive à donner de la puissance écrasante à ce lieu où les personnages donc se parlent, ils sont en bas, lui il est en haut, le héros est en haut. Il a ça, il fait même des top shots dans la salle de bain quand il se retrouve submergé par des images de l'ancien locataire qui s'est suicidé. Donc il y a quand même, c'est vrai, une volonté de Mick Garris dans celui-là. Tout comme dans son chocolat, c'est l'épisode de la saison 1 où il mélangeait les points de vue, il faisait beaucoup de POV à la première personne, d'esthétiser un peu, plus que sur ses propres films, ce qui est un peu étrange qu'il attende la série pour faire ça. Et puis il y a aussi beaucoup de travail sur la lumière, sur l'obscurité qui est assez réussi effectivement dans celui-ci. Je pense d'ailleurs qu'il est quand même supérieur à mon sens à son épisode chocolat. Je trouve qu'au niveau... non, pas du tout. J'ai détesté cet épisode par contre. Oui, je sais, tu me l'as dit en off, mais je trouve que visuellement parlant, il y a quand même beaucoup plus de travail, beaucoup plus de recherche. On sent qu'il s'est plus fait plaisir sur cet épisode aussi. On le sent, les scènes dans l'escalier avec les apparitions de Valérie, tu sais, un petit peu fantomatique, avec l'apparition du mur soudain, l'apparition de la créature avec les mains qui sortent de l'obscurité. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez belles. Absolument. Et en plus, des Dutch angles, tu vois, des cadrages dans l'escalier qui sont, tu sais, les cadrages Dutch, enfin, le côté renversé, la bulle cassée. Il y a un très beau travail aussi sur la lumière, sur l'apparition de la fille en haut de l'escalier, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un hologramme, alors qu'en fait, elle est physiquement présente et que c'est la lumière, espèce de douche blanche, alors que tout le reste est dans des tons un peu chauds, etc. Il y a un vrai travail narratif de la lumière dans cet épisode, et je sais que à ce moment-là, si tu veux, c'est pas
ça n'est pas qu'un choix de directeur photographie, c'est la mise en scène va dans ce sens, aussi va dans le sens de lui laisser faire cette lumière, parce que tu sais, on peut piéger un chef-op très facilement, hein. Si on n'a pas le sens de la lumière, à un moment donné, les axes qu'on choisit, la façon de filmer peut trahir complètement et complètement annihiler la possibilité d'un chef opérateur de travailler. Et là, c'est clair qu'ils travaillent tous les deux main dans la main. Je veux dire, c'est évident pour le résultat qui est vraiment très intéressant. C'est presque plus intéressant visuellement qu'au niveau du scénario. Merci, en fait, merci René. Parlons-en, il faut que je crache ma Valda parce que Il en peut plus. Moi, c'est un épisode que j'ai vraiment pas du tout aimé, à part des gros éléments positifs. Je pense que ma performance préférée de la série entière des 2 saisons se trouve dans ce film, c'est Christopher Lloyd, qui est incroyable dans ce film. Vraiment, il m'a bluffé. Et qui est en total décalage avec ce héros, Rob, que j'ai détesté. Et l'acteur, et en plus, son personnage. Je hais Rob, je ne suis pas du tout avec lui. Non, mais vraiment, je le trouve insupportable. On n'a aucune attache émotionnelle avec lui. Il y a une espèce de passif d'homme violent qui fait que je me suis dit, ah, mais ça va être un film machiniste. C'est-à-dire le trauma d'un homme qui a enfoui un meurtre jusqu'au fond de lui. Et jusqu'à la fin, je me disais, ah, ça va justifier tout ça. Non, aucune justification. Sa justification vient du fait du twist il pourrait appartenir au roman lui-même, Valerie on the Stairs. Mais c'est tellement abstrait. En fait, c'est ça le problème de cet épisode, c'est que c'est trop abstrait pour moi. Moi, je ne peux pas. C'est qu'au bout d'un moment, j'en viens à me dire, mais en fait, il y a quoi dans ce livre ? Je ne comprends plus rien. Comment ce livre est écrit ? Donc, c'est un livre écrit par 3 personnes qui se sont donné des idées, dont un, c'est le démon qui appartient à un autre livre du gars, mais qui s'est incrusté dans ce livre-là. Dans ce livre-là, un des gars, il arrête pas d'écrire des sous-intrigues de prostituées qui disparaissent dans les murs, et sauf Valérie, qui est la création de la fille, qui est la fille idéale, la fille idéalisée, tout le temps nue, évidemment, c'est du Clive Barker, donc c'est une vision un peu très hétérosexuelle, limite parodique, du fantasme masculin de cette femme, donc il va à fond là-dedans, Mick Garris, mais au bout d'un moment ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que le triple twist arrive, t'es là, je comprends même pas, il y a le cadavre de son ex qui est dans les murs, je ne comprends même pas cet élément. Est-ce que pour vous, il a tué son ex ? Parce que pour moi, c'est une évidence, genre, c'est la backstory de son personnage. Oui, je pense qu'en fait, à la fin, on est littéralement dans son cerveau, on est littéralement dans sa psyché. Cette imagerie Fulci, à la Fulci, qu'on a dans la partie finale, où il rentre un peu dans une sorte de catacombe, avec des cadavres en putréfaction, c'est littéralement ça. En fait, ce sont les squelettes dans le placard de tous les locataires de cet immeuble. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et par contre, c'est vrai que c'est curieusement narré, ce qui fait qu'on a du mal à comprendre et à saisir tous les tenants et aboutissants de cette œuvre. Je pense que littéralement, c'est un personnage du roman, comme nous le dit Christopher Lloyd, genre... En fait, tu appartiens au roman, tu as un héros créé de toutes pièces, qui a une backstory étrange, et tu es là pour finir cette histoire, quoi. Mais qu'est-ce que c'est abstrait ? Enfin, rien de le raconter, t'es là, mais comment ça peut être satisfaisant à l'écran ? Ça ne l'est jamais, ça ne l'est jamais. C'est un donneur de leçons, en plus, ce personnage, il est insupportable. Il donne des leçons dès qu'il arrive, il est là, non mais attendez, vous comprenez pas, il y a une fille et tout ça. Il sort des trucs abstraits, je trouve, avec un aplomb extraordinaire. Genre, vous l'avez créé, le démon Otakai est en vie quand il sort cette réplique. J'étais, mais attendez, mais de quoi il parle et pourquoi il en est à ce point-là ? Vous êtes tous responsables d'elle, etc. Mais elle n'est pas réelle. Tout le film, elle n'est pas réelle. Valérie n'est pas réelle. Et tout le film, tu avances en découvrant qu'elle est de moins en moins réelle par rapport à ce que tu penses au début où tu penses que c'est un fantôme. Et pourtant, lui, il reste sur sa ligne droite de, ah non, vous avez abusé là. Mais c'est des créations. Enfin bref, pardon, mais Rob. Ce qui est formidable, c'est de voir à quel point Christopher Lloyd, quand il prend la parole, il arrive à nous faire croire à ce qui se passe. Ah, oui. Il est tellement dans une espèce de comme ça, à la fois de réalité et de sagesse que chaque fois qu'il parle, il nous fait croire à quoi on ne croyait pas l'instant d'avant et on ne croira plus l'instant d'après. C'est-à-dire, c'est vraiment lui qui arrive à mettre une espèce d'encre à cet épisode. Lui et je pense aussi Mick Garris par les choix qu'il fait visuellement. C'est comme si d'un coup, ils avaient eu des problèmes de scénario jusqu'au bout, qu'ils les avaient pas forcément résolus, et que, si tu veux, à un moment donné, il avait compensé par son travail avec la caméra, son travail avec son chef opérateur,
il avait compensé ce qui n'était pas complètement résolu au niveau du scénario. Ça arrive, hein, ça arrive. C'est-à-dire que d'un coup, on est pris au piège du plan de travail, on est pris au piège du temps de tournage, et à un moment donné, on ne peut pas sauver un film au montage. Hein. Je veux dire, c'est trop tard. En tant que spectateur, si tu veux, nous, quand on est spectateur, on peut être impitoyable par rapport à ce qu'on voit. Parce que finalement, on aimerait aimer. Donc, à un moment donné, quand on n'aime pas, on peut à ce moment-là être très violent par rapport à la fois l'équipe, les artistes, les comédiens, tout. Mais c'est sûr que quand on connaît un peu comment les choses se passent, comment les choses sont diffusées, qui a le Final Cut aussi sur le plateau? Est-ce que c'était Mick qui l'avait par rapport au fait qu'il est créateur de la série, ou ils ont fait une preview et les gens ont dit ici, on dit ça, et vous voyez, il y a plein de choses qui nous échappent. Alors, est-ce qu'il faut rentrer là-dedans? J'en sais rien. Peut-être pas. Peut-être il faut dire, non, le film est comme ça, et puis voilà, donc nous, on juge ce qu'on voit. Mais en tout cas, il y a toujours des raisons pour ça. Mais là, je pense que ce qui est le plus problématique dans cet épisode, c'est le scénario. À partir d'une idée qui est très intéressante, parce que là, le fait de réunir des auteurs non publiés à l'intérieur d'un immeuble, tu vois, rien que ça, déjà, c'est assez intéressant comme point de départ, en tout cas. Oui, c'est la promesse, et je pense que, étant donné que Clive Barker est un romancier, il y met aussi cette espèce de c'est pas une maison hantée, mais on va le dire de maison hantée de plein de fantasmes, d'histoires différentes, dont Valérie est finalement le résultat. Mais encore une fois, c'est une idée tellement, professionnelle de la profession comme idée, quoi. C'est que je trouve que c'est très abstrait dans le film sur la satisfaction que tu as à voir se dérouler, et quand le twist arrive en fait, on est dans un roman, tu n'y crois jamais parce que t'es là, attends, non mais j'ai pas signé pour ça, quoi. En fait, sur le papier, le sujet est vraiment génial, il faut quand même le reconnaître, c'est une idée très très belle, très poétique, et comme dit René, effectivement, au niveau de la mise en scène, au niveau des éclairages, au niveau de la colorimétrie, tout ça, c'est parfaitement bien exécuté, mais c'est vrai que sur le plan narratif pur, en tant que spectateur, on est vraiment dans un brouillard du début à la fin. Peut-être que sur le plan d'un roman, ça aurait pu être mieux maîtrisé peut-être. Sur le plan visuel d'un épisode en 55 minutes, le timing fait qu'en fait on n'a pas les cartes, on n'arrive pas à les abattre sur la table pour avoir le jeu complet, et on en sort effectivement, comme tu le dis Thibaut, on en sort un peu frustré. Mais après, je ne détruis pas totalement mon affect par rapport à ce métrage-là, parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles j'étais particulièrement captivé. Moi, l'acteur principal ne m'a pas spécialement déçu ni déplu, au contraire, j'étais plutôt pris dans l'histoire, donc j'étais assez fasciné par ces petites collaborations avec les différents personnages, très bien incarnés d'ailleurs autour de lui dans cette résidence. Ils ont chacun un style, il y a une palette de couleurs chromatiques qui est assez belle au niveau de tous ces caractères, de tous ces personnages, des caractères actors pour certains d'entre eux. Mais voilà, c'est vrai qu'arrivé à la fin, je me suis senti effectivement un peu trahi par Mick Garris, et peut-être aussi par Clive Barker, parce que voilà, Clive Barker, je pense qu'il a voulu s'éclater, il a voulu s'amuser, certes en donnant cette histoire un peu nébuleuse, mais peut-être que Clive Barker en aurait fait quelque chose de meilleur, parce que c'était son histoire et qu'il aurait peut-être su mieux le mettre en scène, mieux l'expliquer, mieux donner de pistes. Alors qu'ici, en fait, ce n'est pas l'heure de Willie Jones, quoi. On est perdu dans les illusions d'un écrivain, et au final, on en sort un peu. Moi, j'en suis sorti perplexe. Hein. Arrivé à la fin, j'en étais perplexe. Il y a des moments, je me disais, faut surtout pas que je loupe une seule miette de ce qui se passe à l'écran, parce que sinon, je vais perdre mon chemin. Je suis revenu un petit peu en arrière à un moment donné, plusieurs fois. Voilà, parce que je ne comprenais rien à ce qui se passait. Voilà. Et on parle des scènes avec Christopher Lloyd. Il y a plein de répliques de Christopher Lloyd que j'ai beaucoup aimé. Là, par contre, niveau écriture, il y a des très belles scènes quand il dit par exemple, l'autre Rob va repartir dans sa chambre, il dit écrivez bien, et là il se reprend, il dit non, écrivez juste, parce qu'il sait que ça ne se dit pas, quoi, genre écrivez bien et tout ça. Et il a cette réplique géniale, vous avez besoin d'un psy, il est fait non, d'un best-seller. c'est collector. Mais effectivement, j'ai rembobiné plusieurs fois les scènes avec Christopher Lloyd, qui, comme René l'a dit, a les meilleures explications, et où on est enfin, voilà, il ancre bien des éléments absolument aberrants dans un côté, voilà, c'est Christopher Lloyd, donc il incarne ça magnifiquement bien. Mais oui, moi, et même l'image finale, qui sur le papier est belle,
le CGI est pas forcément très très réussi, on dirait un bonhomme Michelin fait de papier. Et puis j'étais on est dans des années où on maîtrisait pas très bien. Je sais bien. Surtout à la télévision. Hein. Oui, mais tu vois, par rapport, il y a d'autres épisodes de la saison 2 où on félicite justement les effets spéciaux, notamment l'épisode de Toby Hooper. Enfin, félicite. Bon, on se dit c'est pas mal pour la télé. Là, par contre, j'étais là, oula, ils ont fait ça à l'arrache, quoi, parce que clairement, il manque enfin, l'incrustation n'est pas du tout bien faite, quoi. Non, l'incrustation n'est pas bien faite, mais c'est la force de l'image. C'est-à-dire que si tu le regardes, si tu veux si tu le reçois pour ce qui est, c'est-à-dire cet homme qui se transforme en page, si tu veux, c'est une belle image en tout cas. Tu vois, narrativement, je veux dire. Tu vois, après l'exécution, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas l'image, elle reste forte quand même. Voilà, on parle d'un film où c'est un auteur qui pense pouvoir résoudre un crime, etc., mais qu'en fait qui se retrouve plongé dans un roman dont il fait partie. Au bout d'un moment, l'ordre de la folie, quoi. Et t'es voilà un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre qui parle bien de ça, d'un mec qui ne se rend pas compte qu'il est le personnage d'un livre et qui parle bien de la folie, etc. Là, il y a absolument pas le côté viscéral qui appartient à l'œuvre de Carpenter, ce qui fait qu'à la fin de l'épisode t'es juste là, de toute façon ce personnage il était nul, quoi, donc Et puis il y a aussi ce truc, mais qui est très personnel. Je sais pas ce que tu en penses, René, tu es romancier aussi, mais moi parfois le film de romancier, moi ça me gave. La police, c'est toujours Courtney New. Et tiens, si le mec il peut faire au montage l'apparition du titre comme si ça se tapait sur une machine à écrire. Je n'achète jamais dans les films, spécialement les films français qui adorent ce sujet de film sur un romancier qui est en panne d'inspiration, etc. Et genre il est assis à l'ordinateur, je ne sais pas quoi écrire, etc. Sauf si c'est Belmondo avec des charentaises dans le Magnifique. Oui, il y a un chef-d'œuvre, donc merci. Mais moi, c'est un truc qui me gonfle. Je ne sais pas si tu as ce rapport aussi avec ça à l'image, René. Est-ce que tu aimes bien les films sur les romanciers, ou est-ce que tu trouves le processus créatif de romancier crédible à l'écran? Moi, j'avais bien aimé Barton Fink. Oui, évidemment, oui, immense film là-dessus, bien sûr. Parce que là, d'un coup, en fait, ce qui était intéressant dedans, c'était surtout les glissades, c'est-à-dire le passage de celui qui écrit à ce que lui voit, que tu as aussi quelque part dans Amadeus avec un compositeur, c'est-à-dire la glissade de celui qui est en train de créer et qui entend des choses qu'il est en train d'écrire, ou qu'il entend des choses qu'il est en train de composer. Ça, c'est assez intéressant de rentrer dans cette dimension-là. Mais après, il faut une rare maîtrise, si tu veux, pour pouvoir faire ça, tu vois, que les Cohen avaient, parce que quelque part, il faut pas que ça devienne encore une fois intelligent, en fait, tu vois. Il faut que ça reste dans pas un truc nombriliste, mais que ça reste une plateforme, quelque chose qui permet à ce moment-là au spectateur ou au lecteur de s'imaginer vraiment ce que ça représente, le fait de glisser dans une dimension parallèle pour pouvoir raconter une histoire. Tu vois, quel est le pont qu'il y a entre l'écrivain et ses personnages. On retrouve ça aussi dans la littérature, on retrouve ça au théâtre, personnage en quête d'auteur de Pierre Landello. Il y a toujours, si tu veux, ce côté-là, il y a toujours eu ça. Pour les gens, il y a une curiosité par rapport à ça. Si tu veux, ils savent pas comment ça se passe, et forcément, il y a l'idée de pouvoir l'explorer, ça peut être intéressant. Mais là, bon, on n'est pas dans la maîtrise parfaite de ce thème-là, en tout cas. Mais il y a de beaux exemples, en fait. Ah oui, non, bien sûr. Là, je mettais juste une catégorie, parce que c'est une sous-catégorie cinéma d'auteur français qui pop depuis une dizaine d'années, comme tu dis, de films que je trouve personnellement très nombrilistes, et où ils sont très fiers de dire mais moi je vais faire un film sur un auteur, et c'est pour ça que quand le film a débuté comme ça, j'étais ça va être encore ça, et ils ont fait la scène où il s'endort sur l'écran avec le toit sur Z, j'étais oh là 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 là, non mais les gars. Mais bon, après ça marche dans la caricature, parce qu'effectivement ce personnage-là pourrait être écrit dans un livre, donc en fait c'est une caricature du romancier. Mais bon, là je donne beaucoup de crédit à Mick Garris. Il faut que tu penses à un truc, Thibaut, aussi, c'est que toi tu le regardes aujourd'hui, et ce film a 20 ans. Lorsqu'il y a 20 ans, c'était peut-être un thème qui était très intéressant, à la fois pour les réalisateurs et puis même pour le public qui le regardait. Aujourd'hui, c'est un peu passé, mais c'était il y a 20 ans.
Tout à fait. Bah, peut-être qu'on va explorer un peu plus du film, ou en tout cas conclure avec Jérôme notre avis et comment il rentre dans la série. Donc maintenant, René, tu t'es tourné donc plus vers les romans, etc. Est-ce que tu as une actualité liée à ça? Bien sûr. Même si, bon, j'adore les romans, etc. J'ai hâte de me plonger dans ton univers, mais moi, je veux juste les mémoires de René Murzoir dans le cinéma français et américain. Après ce podcast, je veux absolument une autobiographie, René. Ah ouais, non, c'est quand on regarde dans le rétroviseur, c'est qu'il y a plus grand chose à voir à travers le pare-brise, tu vois. Donc, moi, pour l'instant, c'est le pare-brise qui m'intéresse et je suis extrêmement créatif dans ce nouveau médium que j'ai apprivoisé il y a 12 ans et que je voulais apprivoiser quand j'étais petit et que j'arrivais pas à apprivoiser. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que j'ai constamment des demandes d'adaptation, si tu veux, de mes romans en film, alors que pour moi, ils existent déjà, c'est pas besoin de les adapter, il suffit de les lire. Mais là, j'ai un projet d'adaptation de mon second qui va sans doute se faire l'année prochaine, mais ça sera pas en France, ça sera en Pologne. Tu vois, comme quoi, c'est mon karma qui continue. Nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Voilà. Même s'il me semble que c'est un roman qui avait gagné un prix à Cognac, quand même. Oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup de prix avec les romans, ce que j'ai jamais vraiment eu, à part 3615 à l'écran. Donc, en fait, c'est peut-être dû au fait que je suis libre, en fait, de raconter comme j'ai envie de raconter et que j'ai le final cut de mes romans. Voilà. Eh ben écoute René, merci beaucoup pour avoir été parmi nous, ça fait extrêmement plaisir comme tu sais, hein, donc un véritable enchantement, riche en histoire et puis riche surtout en analyse pour cet épisode de Mick Garris sur lequel maintenant on va conclure avec Thibaut. En tout cas, merci de m'avoir invité et merci aux gens de nous avoir écoutés avec patience. Et donc de retour à deux, on a survolé un peu l'intrigue, mais donc c'est vrai qu'on a spoilé dans tous les sens avec René, mais ça détermine aussi de l'appréciation de l'épisode. Toi, tu sais que c'est un personnage quand même, Rob. Parce que t'as laissé entendre que la fin... Pour être honnête, c'était pas si clair que ça dans ma tête, hein, parce que, bon, arrivé à la fin, oui, j'ai compris le truc, j'ai compris le principe, mais c'était un livre de sang en lui-même, ou un livre de papier, enfin c'est un personnage de papier, enfin c'est la fille de papier de Guillaume Musso, si tu veux, mais voilà, c'était pas aussi clair que ça dans mon esprit, hein, en fait, hein, parce que je me suis laissé porter par l'intrigue, je me suis dit... Ou alors ma psyché, mon moi intérieur a refusé d'admettre que en fait les gens que je voyais à l'écran, enfin que lui en tout cas était un personnage fictif. Et je pense que quelque part je n'ai pas voulu accepter cet état de fait. Je n'avais pas envie de voir ça, ça m'intéressait pas. Mais bien sûr, c'est pas intéressant. Comme dans tout ça pour ça. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc en fait, je pense que j'ai rejeté cette idée. Donc pour moi, c'est resté un personnage plausible jusqu'à la fin où je me suis dit non, merde, en fait non, c'est vraiment ça quoi. Et ça m'a un petit peu saoulé, ça m'a un peu agacé au final. Mais surtout, on se pose la question. Donc c'est un personnage qui interagit avec c'est ce que je disais dans la conversation avec René, qui interagit avec 3 auteurs, mais ça veut dire que les auteurs sont des personnages du roman aussi. Je pense qu'ils sont tous le fruit des imaginations des uns des autres et que quelque part, ils ont conduit à cette création commune qui se noie dans un gloubi-boulga général dans lequel en fait la réalité se perd dans une autre réalité qui se perd dans la réalité suivante et ainsi de suite. En fait, c'est un peu les vases communicants, mais narratifs. Ce qui n'est pas forcément très clair, je pense qu'il faudra poser la question comme pour William Malone pour son terror.com.com. Je pense qu'on sera certainement amené à poser la question à Mick Garris. Il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on va lui poser la question sur son compte Facebook, mais on va lui envoyer un message. Parce que en fait, et c'est pour ça que j'aime qu'on ait mentionné l'épisode de Stuart Gordon, qui, pour moi, Stuart Gordon arrive à faire ce genre de cinéma, à la fois réfléchi sur des thématiques, parfois de romancier, etc., mais où tu comprends comment le fantastique influe sur l'histoire et l'influence Lovecraftienne. Là, on est sur un truc tellement abstrait. Encore une fois, c'est le mot que j'utilise, mais c'est tellement abstrait et on ne comprend pas effectivement la réalité qu'on est supposé suivre. C'est-à-dire, ok, au bout d'un moment, qu'est-ce qui est vrai ? C'est pour ça que je disais, le manuscrit Valérie on the Stairs, à quoi il ressemble ? Est-ce que Everett, Bruce et Patricia sont des personnages de ce roman ? Parce que oui, c'est sous-entendu que les fausses prostituées ou filles sans futur que Bruce récupère dans sa chambre pour donner aux démons créés par Everett donc ça veut dire que Bruce est non mais tu vois pour moi c'est simple, je pense plutôt non, ça peut pas être simple. Pour moi je pense plutôt qu'il s'agit d'une œuvre commune, d'une œuvre à plusieurs mains qui a conduit à des interactions dans le monde réel. Le monde en fait a été gangréné par ce qu'ils ont créé, comme dans l'Antre de la Folie avec Sutter Kane, les romans de Sutter Kane qui envahissaient le monde. Je pense que quelque part c'est un petit peu similaire ici aussi. Le souci c'est que
tu vois, chez Carpenter, voilà, il y a une chose qui est quand même bien qui est bien posée, c'est plausible, on finit par accepter cette réalité, on finit par accepter ce cauchemar qui envahit le monde. Ici, on a du mal à l'accepter parce que, bon, déjà, le fait que le personnage principal soit pas le plus attachant, et au final, que l'on sorte un peu du film à plusieurs reprises, parce qu'on n'arrive plus à comprendre dans quelle réalité on se situe. Mais voilà, mais je pense que au départ, à mon avis, c'était ça. Voilà. La façon que tu as de le formuler, j'aime beaucoup. Mais c'est c'est tangible ce que tu dis. Le film ne l'est absolument pas. Mais ce que tu dis est tangible. Contrairement au Stuart Gordon qui, lui, pour le coup, posait une histoire avec un début, un milieu, une fin, une narration qui n'était pas éclatée, avec une vraie incarnation du mal, avec des passages oniriques, tu savais que tu étais dans de l'onirisme, des passages de cauchemar, des passages de possession. On savait très bien dans quel monde on errait, on savait où on mettait les pieds. Ici, on ne sait plus, parce qu'en fait, le sol se dérobe sous nos pieds au fil de la narration. Au début, on se dit, on a des cartes, on a quelque chose. Oui, c'est un fantôme. Voilà, et c'est ça. On se dit, pourquoi pas, allez, c'est intéressant. Après, il y a des moments, effectivement, je me suis dit, mince, autant chez Stuart Gordon, j'étais quand même, il me tenait par la main et j'avais pas l'impression d'être lâché en cours de route. Ici, j'ai l'impression que quand je suis arrivé à la fin du métrage, je me suis retourné, Mick Garris, il était plus là, quoi. Il est plus là, il est avec là, il sirote en bas de la rue, quoi. Et sur l'interprétation, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Christopher Lloyd Everett qui est excellent, même si sa scène de mort est liée à un élément inexplicable dans le scénario, qui est la présence d'un personnage du passé du héros, donc qui pour moi a tué son ex, clairement. Mais donc il y a le personnage de Bruce, qui est un peu le jeune fumeur, content d'avoir un pote de son âge dans cette maison pour auteur non publié. Et Bruce a la meilleure scène, je pense, de mort, encore une fois une saison 2 qui met le paquet, niveau, ça va être le leitmotiv de toute la saison, mais qui met le paquet niveau gore, avec un arrachage de moelle épinière à l'intérieur de la bouche. Et c'est là où le démon prend vie pour la première fois, où il est là. Même lui est là, ah mais Valérie, tu existes vraiment. Donc c'est vrai qu'il y a ce double tableau. Parce que Patricia, ensuite, la dernière, qui est donc l'autrice de 40, 50 ans, très vulgaire, très rentre-dedans aussi, que j'ai bien aimé comme rôle, va aussi se rendre compte, ah mais Valérie, tu existes, tu es mon idéal féminin, je t'ai créé, voilà, c'est moi qui t'ai créé parce que je voulais un idéal. Je pense qu'elle est la création des trois psychés, des trois auteurs en soi. Bien sûr, mais j'ai l'impression que chacun a influencé d'une différente manière l'histoire. C'est ce qui est sous-entendu, c'est que Christopher Lloyd, c'est le monstre, Patricia, c'est Valérie en elle-même, et Bruce, c'est plus la nourriture donnée dans l'antre du démon de femmes jusqu'à ce que le démon tombe amoureux de Valérie, puisqu'ils sont tous amoureux de Valérie, puisqu'ils l'ont créée. Oh là là, Mick. Mais qu'est-ce que t'as pensé de Bruce et Patricia, leur scène de mort c'est vrai qu'on on a un peu parlé, mais... c'est pas un épisode qui m'a franchement marqué au niveau des scènes de mort, pour être honnête. Je trouve que le Argento, même chez... Enfin, il était beaucoup plus spectaculaire. Celui-ci, j'étais un peu mi-figue mi-raisin. J'étais arrivé à la fin, je me suis senti, oui, bon, ouais. Non, honnêtement, c'est pas un épisode qui m'a marqué. À ce niveau-là, je trouve que c'est du lambda, c'est du classique. Y a rien d'exceptionnel pour moi dans ce métrage-là. La créature, je l'ai dit, Tony Todd, voilà, au niveau de sa diction, rappelle littéralement ce qu'il fait déjà à plusieurs reprises, tant dans les Hatchet que en tant que Candyman. Son costume, son allure, c'est un mélange de... Mais toi, t'aimes pas Tony Todd? Je suis pas un grand fan de Candyman, même si je viens de recevoir l'affiche de Candyman 2, je vous l'avoue. Bien sûr, si t'es pas fan, mais autant avoir l'affiche. Voilà, exactement. Bah oui, mais je suis complétiste, j'ai l'affiche du 1, fallait que j'ai celle du 2. Donc voilà, mais je suis pas fan de Tony Todd, effectivement, mais l'incarnation physique me rappelle un mélange du héros de Clive Barker, de Cabal, et de la créature que l'on voit aussi avec des sortes de tentacules sur la tête, là, qui est un personnage qui se transformait un petit peu, je crois que c'est Baphomet, il me semble, dans le film Nightbreed, mais je peur de dire une connerie, parce que j'ai les noms des personnages de bêtes, de créatures de Nightbreed sont tellement particuliers, je les ai un petit peu oubliés. Tu les connais pas par cœur? Non, je les connais pas par cœur. Excusez-moi, cher auditeur, j'ai pas relu ma partition là-dessus, mais j'ai l'impression que le personnage incarné par Tony Todd est un mélange de deux personnages de Nightbreed, mais j'ai pas trouvé que ça conduisait à quelque chose de vraiment utile à l'histoire au final, quoi. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus original. J'aurais voulu qu'il aille ailleurs, quoi, plutôt que sur des terrains battus. Non, moi je suis quand même très fan du côté impérial de Tony Todd, et je trouve qu'il incarne bien ce méchant. Et c'est drôle parce que Tony Todd, il en parlait peut-être d'un manque au niveau du personnage, lui qui est un acteur shakespearien, et c'est vrai qu'il en parle dans les interviews à l'époque où il dit qu'il a eu du mal à s'approprier le personnage. Et c'est une fois qu'il a compris qu'il était vraiment amoureux de Valérie et que les actes de violence étaient des actes de preuve d'amour, qu'il a réussi à situer où était le démon. Et t'as envie de dire, oui, mais Mick n'arrive pas à suivre cette théorie. Enfin, ça ne marche pas. Le démon n'a pas autant de présence que Tim Curry dans Legend pour essayer de donner naissance à tout ça. Mais un élément dont tu as finalement peu parlé, c'est le misdirect du film initial avec cette Valérie, donc qui est nue,
qui ne sait pas si elle existe ou pas, qui est rattrapé par le démon dans un mur qui, le héros pense que c'est un appartement, mais c'est un mur, il n'arrive jamais. Et cette notion d'auteur aussi inspiré, parce que c'est vrai que l'épisode s'appelle La Muse, et ça dure 2 minutes. La scène où on pense que c'est une muse et il arrive à écrire sur son ordinateur. J'ai été très déçu par ce titre français parce que je pensais justement voir un film sur le concept de la création. Voilà, je pense que Jaume Balagueró a fait un meilleur film intitulé Muse sur le sujet que ne l'a fait Mick Garris avec celui-ci. Le titre original, Valerie on the Stairs, il est là, il est clair. Voilà, c'est une personne dans les escaliers. Voilà, et ça reste juste là. Voilà, en fait, j'ai eu le sentiment qu'au départ, c'est un personnage de papier qui n'a pas été écrit. C'est un personnage qui n'est qu'esquissé. Ce personnage de Valérie n'est qu'esquissé dans le métrage. Oui, c'est un fantasme. Voilà, c'est un fantasme, elle est irréelle, elle n'a pas de personnalité. Et j'ai le sentiment que c'est au gré de l'avancée du film, en fait, comme si le récit s'écrivait au petit à petit, qu'on étoffe petit à petit le personnage de Valérie, et que c'est pour ça que dans la partie finale, on a l'impression qu'elle est amoureuse de la créature qui est un peu son geôlier, puisque dans la partie finale, on a l'impression que c'est Princesse Leia avec Jabba the Hutt qui la tient en laisse, et on a l'impression que c'est un peu ça, hein. Il est assis, avachi, elle est là à côté de lui enchaînée, et on a tenu en laisse, et j'ai vraiment pensé à Leia et Jabba the Hutt, hein. Honnêtement, c'est improbable, quoi, de trouver une similitude avec un film pareil. C'est un personnage qui est écrit au fur et à mesure du métrage. Le souci, c'est que comme elle est écrite au fur et à mesure du métrage, comme l'est le héros, et ben en fait ça n'étoffe personne finalement. On en sort à la fin, on est plein d'interrogations et il n'y a rien de résolu. Voilà. Oui, et cette partie muse, c'est vrai que elle pourrait être intéressante, c'est-à-dire Valérie qui inspire les gens, pas à travers des rêves, etc., mais à travers des cauchemars limite éveillés. Et je me suis dit, là il y a peut-être un concept, et ça dure mais vraiment 2 minutes à l'écran, où il y a cette scène de sexe entre eux, parce que c'est vrai qu'il y a eu une attirance physique évidente, elle est nue, elle est magnifique, elle est sublimée par la lumière. Et donc il y a une scène de sexe un peu surréaliste où il est en train de dormir, il se réveille, et là il a écrit. Et c'est plutôt 3 bonnes phrases d'auteur, genre oh putain c'est 3 belles phrases. Mais elle est très proche du personnage de femme de Haker's Tale, hein. Honnêtement, c'est les mêmes défauts que le personnage féminin de Haker's Tale, de John McTaughton, Haker's Tale. Tout à fait, mais qui assumait plus le côté mystère de cette femme. Là, comme ça s'appelle Valerie on the Stairs et qu'elle est tellement présente au début, c'est vrai qu'il y a cette scène où il commence à réécrire et tout ça, mais il y a 2 scènes où il essaye d'écrire en fait dans le film. Après, on est dans ce switch où, mais non, attention, ce n'est pas un film de maison hantée, ce n'est pas un film sur un homme qui voit les fantômes, c'est un film sur quelqu'un qui se rend compte qu'il est un personnage, et qui veut sauver les autres personnages parce que, c'est dit dans le film, ils veulent vivre par eux-mêmes. C'est genre, les personnages sont devenus réels car ils veulent vivre par eux-mêmes et ne veulent pas avoir leur vie dictée par les auteurs. Mais comment tu veux qu'on comprenne ça, Mick ? Comment tu veux qu'on soit investi ? Mais c'est tellement abstrait, c'est un concept tellement loin que tu ne peux pas faire ça. Et il n'y arrive pas. La scène où il détruit les murs pour retrouver l'antre du démon, moi à chaque fois je suis là, mais comment ? Mais pourquoi ? Elle est pas vraie, c'est pas une bête. Je n'ai pas compris pourquoi il le faisait dans cette pièce-là, parce qu'en fait à chaque fois c'est en haut des escaliers qu'il y a ce mur. Et pourquoi d'un coup il est dans la chambre du mec et il se dit tiens derrière le mur il va y avoir ça, mais j'ai pas compris. C'est pour que je pense que c'est une question de timing, quoi. Ouais, parce que timing, budget. Mais effectivement, c'est très mal ça n'a aucun sens, puisque Valerie on the Stairs, the fucking stairs, où sont les marches ? C'est ça, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il arrive à l'étage, qu'il arrive en haut des escaliers, il est face à un mur. Moi, j'aurais été dans ma logique narrative, je me serais dit, en fait, il va traverser le 4e mur. Mais non, il le traverse au sein de la piole de l'autre personnage qui est au rez-de-chaussée, c'est complètement con. Et en plus, en faisant ça, je me dis, mais mec, il se dit pas qu'il va tomber dans la chambre d'à côté, enfin, c'est complètement con, enfin, c'est incompréhensible, Oui, et puis là, voilà, il y a la rencontre avec le corps, et puis la partie finale, comme tu as dit, avant de monter sur le toit, où il y a la disparition de Valérie qui est logique. Je comprends, ok, c'est un personnage et tout ça, et ce twist final, voilà. C'est vrai qu'on est assez similaires dans parfois dans les épisodes, même si on a moins aimé certaines choses, nos avis se rejoignent. Là, je pense que nos avis ne se rejoignent pas du tout. Moi, j'ai détesté cet épisode. Comme Haker's Tale, pour l'instant, c'est celui que je déteste de la saison 2, même s'il y a Carpenter que je hais, mais pour d'autres raisons. Mais ouais, c'est un épisode où j'étais vraiment perplexe, à part Christopher Lloyd, qui m'a sublimé cette saison, quoi, où j'étais quel acteur, Christopher Lloyd. Oui, je suis un petit peu comme toi, donc c'est un épisode en fait qui m'a laissé un peu sur ma faim, comme je l'ai dit, j'étais charmé par le début, et puis au fil du chemin, j'ai préféré prendre un chemin de traverse et me rappeler de meilleurs souvenirs que j'ai d'autres histoires mieux racontées. Et d'ailleurs, tu vas peut-être faire une recommandation là-dessus. Est-ce qu'on a des films de romans qui influent la réalité ? Justement, on pense à Stephen King, on pense... Il y a un film, Plaisir coupable, que je trouve très drôle, adapté d'une nouvelle de Stephen King, avec un acteur qui est un peu culte, qui s'appelle Johnny Depp. Ce film, Fenêtre secrète, qui est une adaptation de Stephen King. Je crois que c'est tiré d'une nouvelle de
Minuit 2 ou Minuit 4, je sais plus dans lequel des deux recueils il se trouve, et c'est un film qui est très fun à voir, très drôle, qui dure pas longtemps, hein, c'est très efficace, et Johnny Depp est on fire dans le métrage, et en fait, et c'est vraiment une performance un peu à la Nicolas Cage dans Embrasse-moi vampire que j'avais cité la fois dernière, et voilà, donc c'est un film que je recommande parce que c'est quand même sympa, c'est une adaptation qui fait partie des adaptations mineures de Stephen King, hein, du King, mais comme on parle de Mick Garris, je ne pouvais pas passer à côté, et finalement les films se rejoignent un petit peu. Tout à fait, moi c'est un de mes plus gros plaisirs coupables de mon existence, c'est un film que j'ai vu 20-30 fois, j'ai écouté les commentaires audio, je suis de toute façon fan au premier degré, mais en plaisir coupable de la carrière de David Koepp. Enfin, il a fait des grands Hypnose, et absolument génial, il faut revoir et remettre Hypnose là où il appartient, c'est un grand film d'horreur des années 90, Fenêtre secrète et Premium Rush. Deux de mes plus gros plaisirs coupables, quoi. C'est David Koepp, je dis, mais lui, il est bon, quoi. C'est what the fuck, c'est deux films qui se ressemblent, c'est what the fuck total, t'es embarqué dans le truc. Et Fenêtre secrète est une Madeleine de Proust pour moi, parce que je l'ai beaucoup vu quand j'étais ado, et ça me fait mourir de rire comme film. Mais effectivement, Johnny Depp est tellement on fire dedans que tu ne peux qu'applaudir, quoi. Fenêtre secrète, je reviens pas. Les recommandations sont de plus en plus genre, ouais, Fenêtre secrète, quoi. Et moi, je vais citer un autre film, je pense que beaucoup de gens connaissent, qui est la bonne version de Valerie on the Stairs, c'est-à-dire ce que ça aurait dû être. Strangers and Fiction, Harold Creek. Un concept clair et net, précisé dans le film pour que tu comprennes, avec les clés qui sont dans le film pour comprendre. Will Ferrell joue Harold Creek, qui, du jour au lendemain, voit sa vie narrée par quelqu'un. Il se demande qu'est-ce qui se passe, il entend quelqu'un narrer sa vie, et il se rend compte que c'est le personnage d'un roman écrit par Emma Thompson. Il va voir Dustin Hoffman, qui est un expert en littérature, puis lui demander des conseils, et il lui dit, en fait, Harold, il faut que tu découvres dans quel genre d'histoire tu es. Et là commencent multiples mésaventures, où c'est un concept tout pareil, c'est très abstrait, c'est genre, c'est-à-dire, un personnage du jour au lendemain se rend compte que c'est un personnage, mais en fait c'est ça, c'est un mec qui est un personnage de roman, et qui en a marre, et que sa vie soit dictée, et qui en plus est en panne d'inspiration totale et est en train de faire un roman que tout le monde attend, mais elle n'arrive pas à comment le finir. Donc j'adore la dualité où il y a à la fois Emma Thompson et Queen Latifah qui ont leur sous-intrigue, il y a Harold Creek, il y a une magnifique romance avec Maggie Gyllenhaal, c'est un très très beau film, et c'est un film qui va vous donner envie de manger des cookies dans du lait. Donc, et d'écouter de belles chansons jouées à la guitare, parce qu'il y a une scène très très belle où il est j'adore ces chansons en plus. Et c'est magnifique. Dernière recommandation. Ah, une troisième. Littéraire, ouais. Je vous conseille, cher auditeur, de vous plonger dans l'univers de Jasper Fforde, parce qu'en fait, ça m'a fait beaucoup penser à ça, ce que tu disais. Jasper Fforde a fait une série de romans qu'on peut trouver maintenant, je pense, chez des bouquinistes, dans la collection Grand Détective chez 10-18. C'est des aventures de Thursday Next. Elle incarne une détective qui fait partie d'une escouade qui rentre dans les romans pour sauver les romans. Donc, dans le premier roman, qui est le premier roman culte, c'est l'affaire Jane Eyre. En fait, Jane Eyre a disparu. Donc en fait elle rentre dans le roman Jane Eyre, il se passe plein de choses. Et en fait tous les bouquins de Thursday Next, donc de l'auteur du romancier Jasper Fforde, sont des hommages à la littérature, et c'est extrêmement bien écrit, c'est brillant, c'est génial, et c'est plein d'idées complètement tordues sur un monde à l'intérieur des romans, et ce que deviennent aussi des récits qui disparaissent. Quand René tout à l'heure nous citait pas mal de choses de sa carrière, tout ça, j'ai énormément pensé à justement un des épisodes des aventures de Thursday Next qui s'appelle Le Puits des histoires perdues. En fait, une sorte de puits, une sorte de trou noir dans lequel les histoires qui n'existent pas, qui n'ont pas été achevées, terminent et se retrouvent happées dans une sorte de trou noir qui s'appelle Le Puits des histoires perdues. Enfin, je vous conseille vraiment vivement la lecture des romans de Jasper Fforde. C'est absolument incroyable. Et donc des romans de René Manzor, qui a été notre invité. Bon, on a beaucoup parlé de l'épisode sans lui, mais on le remercie infiniment de nous avoir rejoints pendant plus d'une heure, puisque c'est quand même toujours intéressant de parler à un réalisateur, et en plus qui a travaillé dans le genre, et en plus tu es dans les bonus de 3615 Code Père Noël, donc c'était quand même... Ouais, puis je le remercierai jamais assez, parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai eu cette superbe opportunité. Et puis donc je vous conseille que son dernier roman est sorti depuis quelques mois déjà, et qu'il est donc encore en tête des linéaires, vous le trouvez facilement, et peut-être même que vous le trouverez encore... au détour d'un festival de polar ou de thriller, parce qu'il est quand même assez souvent présent dans des conventions et d'autres dédicaces, donc je vous conseille d'aller à sa rencontre, c'est quelqu'un d'absolument formidable, comme vous avez pu le constater, cher auditeur. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau venu. Ça y est, on a fini ce run de 4 réalisateurs dont on avait déjà parlé, donc pas d'invité la semaine prochaine. Et là, on a Rob Schmidt et Tom Holland, c'est les prochains. Donc très hâte de parler de ces réalisateurs qui ont des filmographies courtes, de 5-6 films. Ça fait du bien. C'est parfait. C'est pour ça que tu t'es dit, tiens, on va se faire tous les Fright Night, on va se faire tous les Détours. Oui, bien sûr, autant perdre du temps autrement, super. parce que je suis addict. Merci à toi, Jérôme. Merci encore à René. Merci à vous. Merci commentez. à René. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. À la semaine prochaine.